Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir Marie-Caroline, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un nouveau sujet. Alors, on a pris un sujet Bernard. un petit peu spécial juste avant les fêtes. On va parler du stress financier. Comme ça, on va dégager tout notre stress et puis on partira bien déstressé pour passer de très bonnes fêtes. Alors, quand on dit le stress financier, vous parlez de quel stress? Donc en fait, c'est le sentiment global. C'est vraiment cette espèce de peur ou d'anxiété qu'on a à l'égard de son argent ou de ses finances. Et il y a deux principales raisons à cette peur ou cette anxiété. C'est souvent soit lié à un manque de contrôle ou à un manque d'anticipation. Donc le manque de contrôle, c'est vraiment le sentiment que la situation nous échappe un petit peu. Alors que le manque d'anticipation, ça peut prendre plusieurs formes. C'est, par exemple, dans la vie de tous les jours, c'est sur son budget, c'est ne pas avoir assez, par exemple, d'épargne de côté pour faire face à un imprévu. Mais aussi, sur l'investissement, ça peut être le fait d'avoir mis de l'argent qu'on pensait pour le long terme et en fait qu'on va devoir, pour une raison X ou Y, prendre parce qu'on n'avait pas bien anticipé ou pas bien regardé dès ses finances. Donc, ce genre de stress, il est souvent plus présent lors d'une transition de vie. Puisqu'encore une fois, qui dit transition dit changement, et donc le changement qui fait peur, et le changement, on se demande comment ça va marcher. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que personne est exempt de ce stress, puisque à un moment donné dans notre vie, on pourra tous y faire face, même si c'est prouvé qu'il y a une corrélation entre le niveau de salaire et le stress financier. Donc, plus on a un salaire élevé, en théorie, moins on a de stress. Mais le stress ne diminue pas autant que les revenus augmentent. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, si je vous donne quelques statistiques, les finances, c'est quand même la source numéro un du stress. Toujours, les statistiques que j'ai sont souvent dans les pays anglo-saxons parce qu'ils sont quand même plus développés ou plus à même sur le sujet. Mais donc, il y a 56% des Américains qui n'ont pas 1 000 $ en cas d'urgence ou de coup dur. Il y a 20% des Américains qui n'ont pas d'argent de côté pour leur retraite, sachant qu'il n'y a pas la retraite publique là-bas. Et il y a 30% des ménages qui gagnent plus que 250 000 $ par an qui n'économisent rien. Donc après, il y a aussi des statistiques en termes de genre. Donc les femmes, ils sont un peu plus sujettes, même si hommes et femmes, on peut tous avoir du stress. Mais il y a quand même 68% des femmes qui vont perdre du sommeil à cause de leurs finances, alors qu'il y a 58% des hommes. N'empêche que les deux statistiques, c'est plus que la moitié des gens. Donc en fait, voilà, c'est hallucinant, c'est des statistiques qui sont énormes et qu'il faut vraiment prendre en compte. Et puis après, du coup, une fois qu'on a l'assessment, qu'il y a plein de stress et voilà, et donc maintenant, on peut regarder qu'est-ce qui est important de faire et quelles sont les bonnes pratiques. Alors, tiens, on va commencer, on va continuer un peu le sondage. Et vous, Marie-Caroline, quand vous avez des problèmes d'argent, ça vous réveille la nuit? J'en ai pas pour l'instant. Vous n'en avez pas? Et alors, quand on a des problèmes d'argent, on peut les voir de deux manières. On peut avoir des problèmes d'argent. Bon, le plus souvent, c'est quand on n'en a pas assez. Donc, on se dit comment on va payer. Bon, allez, ça, vous n'en avez pas pour l'instant. Après, on a des problèmes d'argent qui sont durs. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de placements qu'on fait. Et puis, comme les marchés baissent, ou on a acheté un peu plus de Bitcoin qu'on voulait, ou on a acheté un petit peu plus d'actions qu'on voulait, ou on s'est un peu trompé sur les actions. Donc, quand on a de l'argent et qu'on a un peu d'économie, alors, quand vous avez votre portefeuille qui baisse ou quand vous avez une très mauvaise nouvelle qui est arrivée ou une très mauvaise nouvelle qui risque d'arriver parce que vous l'anticipez en vous disant zut, j'ai investi dans le pétrole et là, il est en train de se passer une catastrophe ou j'ai investi dans la cybersécurité et la technologie s'effondre, ça vous perturbe la nuit? Non, parce que, alors, enfin, non, ça c'est toujours plus facile de dire non que oui. On va dire que pendant le stress qu'il y a eu pendant le Covid, clairement, je commençais à un peu me demander ce que j'allais faire. Mais en fait, ce qu'il faut, pourquoi en fait, il ne faut pas laisser ces émotions, c'est en fait reprendre enfin, le pourquoi on a investi et
c'est quoi notre horizon de temps? Et encore une fois, si je suis jeune, je me dis, OK, mon horizon de temps, c'est 30 ans plus. Du coup, le risque, je l'ai pris pour une raison, c'est pour avoir du rendement. Et du coup, je suis censée accepter les positifs et les négatifs au fur et à mesure de la vie, sachant qu'à long terme, ce sera beaucoup plus lisse que à court terme. Donc, à chaque fois, de se rappeler la raison pour laquelle on a investi, clairement, ça rassure parce qu'on se souvient pourquoi on l'a fait. Et dans l'autre sens, donc quand il vous arrive une bonne nouvelle financière, donc soit vous avez fait un bon investissement qui se termine, soit dans votre travail, vous avez une grosse prime ou une bonne nouvelle. Bon, après, quand on est en couple, ça peut aussi être votre mari enfin maintenant on ne dit plus ça, donc votre conjoint qui, euh, qui reçoit une grosse somme ou qui vous prévient qu'il va avoir une grosse somme ou qu'il va avoir quelque chose. Et donc, il va falloir trouver où vous voulez l'investir et comment vous voulez l'investir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche de bien dormir ou pas du tout? Vous y réfléchissez la journée et le soir, vous rêvez d'autre chose? Mais j'allais dire, c'est mon métier. Donc, si ça, les bonnes nouvelles, ça me stresse, non, clairement pas. C'est mon métier parce que du coup, j'aide les gens à investir. Alors, pas que à investir, mais à avoir une bonne relation de l'argent. Et comment on a sa bonne relation à l'argent, c'est justement, on a compris justement, enfin, tout en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on va le faire, pourquoi on va le faire. Puis après, j'ai quand même pas mal de connaissances financières ayant passé plus de 10 ans en salle de marché et j'investis aussi personnellement. Donc, ça fait quand même trois choses. Donc, si j'avais du stress sur les bonnes nouvelles, non, ça clairement pas. C'est plutôt sur les mauvaises nouvelles et je viens de penser là sur, j'ai des investissements immobiliers. C'est clair que quand il y a plusieurs mauvaises nouvelles dans ce genre de cas, bah oui, clairement, là, le stress peut monter. Mais encore une fois, c'est passager. Il faut regarder à long terme. Et voilà. Alors, c'est drôle parce que bon, moi aussi, c'est mon métier, bien évidemment. Donc, quand j'investis pour les clients, j'ai zéro stress. J'ai aucune émotion et c'est que le côté professionnel qui parle. Donc, je fais ce qu'il y a à faire parce que je pense qu'il faut le faire. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, parce que les mauvaises nouvelles arrivent toujours à un moment ou à un autre dans tous les cycles, là non plus, je n'ai pas de stress. Et là, très professionnellement, je regarde où les choses se passent normalement. Et c'est-à-dire que là, je rejoins tout à fait. Des fois, perdre 20%, même si ça peut être choquant, ben, c'est normal. Ça fait partie des engagements qui ont été pris et ça fait partie des risques qui pouvaient s'exercer, des choses qui pouvaient arriver. Et je regarde sans aucune émotion, de manière extrêmement professionnelle, si les choses ont été bien faites ou si on a commis quelques écarts d'un côté ou de l'autre. Et donc là, on réfléchit encore professionnellement comment on va faire pour remettre tout dans le bon chemin. Par contre, à titre individuel, je garde des émotions du particulier. C'est-à-dire que j'ai mon côté personnel, professionnel qui s'efface et je me retrouve un petit peu comme un investisseur particulier avec, avec les mêmes choses, quoi. Et je me suis même surpris, voilà, mon fils, comme beaucoup d'enfants, a investi dans de la crypto. Comme beaucoup, il a perdu. Et puis, je me suis même dit émotionnellement à lui dire c'est n'importe quoi. Et c'est lui qui, professionnellement, m'a dit mais regarde, voilà ce que j'ai comme budget et voilà ce que j'ai perdu. Donc, j'étais d'accord pour le risque et tout. C'est lui qui m'a fait le discours du professionnel de la finance, alors que lui, il aurait dit ah oui, je suis désolé et tout, excuse-moi. Mais non, pas du tout. C'est moi qui étais dans l'émotion de le savoir avoir perdu son argent et lui qui m'a redéfini un discours professionnel en disant que c'était parfaitement maîtrisé par rapport à son budget et qu'il était parfaitement en capacité de ne pas sortir un samedi soir ou de ne pas aller au restaurant et que donc les choses se stabiliseraient naturellement et que tout était sous contrôle. Donc, Mais ça, donc voilà. ça, c'est hyper intéressant, le fait justement qu'en général, sa propre situation, on a du mal justement à prendre du recul, à prendre de la perspective. Et c'est pour ça qu'en général, il faut surtout pas être embarrassé, entre guillemets, à demander de l'aide, que ce soit d'un professionnel ou alors d'une personne dont on a confiance, justement pour avoir ce recul qui nous fait du bien, en fait, parce que si on a trop, entre guillemets, les mains dans le cambouis, justement, on a trop les émotions et c'est ça ça va pas, quoi. Alors, pour vous, le stress, c'est un bon conseiller ou un mauvais conseiller? Pardon? Le stress.
Comme la peur d'ailleurs, on peut aussi, le stress et la peur, ce sont des bons conseillers ou des mauvais conseillers? Mauvais. Mauvais, pourquoi? Ouais. Parce que on réagit trop vite en général et on oublie en fait la big picture, le tout, l'ensemble. Et donc, on va faire une décision qu'on va possiblement regretter le lendemain, dans quelques temps. Et souvent, le stress, étonnamment, mais c'est la nuit. Et en fait, mais pas nécessairement sur les finances, hein, surtout. Il y a plein de choses qui vont nous réveiller ou qui vont nous embêter la nuit. Et puis, en fait, dans la journée, on y repense et puis c'est beaucoup moins stressant. Donc, non, le stress, faut le mettre de côté. Et c'est même pas faut le mettre de côté, en fait, il faut comprendre d'où il vient. Et puis après, essayer de gérer justement avec des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, si on en parle, il y en a plein, mais il y a la première sur le budget, c'est vraiment savoir combien on dépense et où ça va. Parce que sinon, du coup, on ne pourra pas savoir combien il faut d'épargne d'urgence, ni combien on va pouvoir investir, ni par exemple ce qu'il nous faudra à la retraite pour couvrir nos dépenses. Donc, c'est vraiment la base fondamentale de tout. La deuxième bonne pratique, c'est commencer le plus tôt possible pour avoir ou pour bénéficier, on va dire, du pouvoir des intérêts composés. Donc ça, c'est juste le fait que nos intérêts vont gagner des intérêts, etc. Et ça fait une espèce de boule de neige qui grossit. Et aussi, c'est se concentrer sur la protection de la richesse une fois qu'on l'a et non pas juste vouloir en créer. Et donc ça, c'est bien comprendre les risques parce que les risques, on ne peut pas l'éviter. Qui dit performance dit risque. Et donc, c'est vraiment comprendre et mesurer et faire des choix alertes et considérés. D'accord. Alors, si on essaie de parler un petit peu d'expérience ou plutôt de retour d'expérience, dans les phases très, très stressantes, donc bon, bien sûr, on a eu la phase du Covid, mais on a aussi eu la guerre en Ukraine. On a maintenant les crypto-monnaies. Comment vous réagissez dans ces phases stressantes quand vous êtes justement face, non pas à des situations attendues et maîtrisées parce que tout a été fait en amont, mais quand vous êtes appelé ou quand vous êtes confronté à certains de vos clients ou certains des gens que vous conseillez sur des fortes ruptures ou de très fortes erreurs qui sont maintenant réalisées par les baisses. Et donc, le stress, j'ai envie de dire, le stress et la peur sont légitimes parce que les erreurs ont été faites qui vont générer de la peur et qui vont générer des conséquences. Donc, comment est-ce que vous essayez de faire la reprise en main ou d'ailleurs, est-ce que vous faites une reprise en main? Comment est-ce que vous réagissez là-dedans et quels conseils vous pouvez donner pour la réorganisation il y a ce proverbe boursier, enfin, c'est même pas un proverbe boursier, mais qui dit il vaut mieux se couper le doigt que la main. Mais après, il y en a voilà, et c'est peut-être pas toujours vrai et pas toujours autrement. Comment est-ce que vous reprenez les choses en main? Ou comment est-ce que vous pourrez conseiller à quelqu'un qui est face à ça de construire une reprise en main? Super bonne question. Donc, en général, ce que je fais, c'est j'essaye d'avoir le maximum d'informations. Donc, c'est donc, encore une fois, combien est-ce que vous gagnez? C'est quoi votre situation? Est-ce que vos revenus sont plutôt fixes? Est-ce qu'ils sont plutôt variables? Est-ce que vous avez de l'épargne d'urgence? Est-ce que vous avez de l'investissement? Si oui, dans quel type de type d'actifs? À quel point vous connaissez le marché? À quel point vous avez de la culture financière? À quel point vous êtes impliqué dans les décisions ou alors pas du tout. Et en fait, comprendre du coup la situation de la personne. Parce que encore une fois, on peut perdre 20% et aller bien. Alors, ok, ça ne fait pas plaisir, mais voilà, c'est la vie. Ou alors, on peut perdre 20%, mais là, du coup, c'est la grosse cata. Donc, en fait, comprendre, parce que encore une fois, un chiffre, ça ne veut rien dire tout seul. Donc, c'est le mettre en perspective. Donc ça, cette mise en perspective. Et puis après, comprendre, donc maintenant, en gros, qui a cette situation, être consciente ou être conscient que c'est la situation et que, voilà, il faut crever, entre guillemets, l'abcès, c'est ça. Et donc, se réaliser, en fait, qu'on est dans cette situation. Et donc après, une fois qu'on a réalisé, même si ça ne fait pas hyper plaisir, et du coup, c'est comment on va de l'avant. Et donc, ça peut être
éventuellement vendre à perte, même si c'est pas agréable, c'est pas ce qu'on avait envie, etc. Mais il faut mieux le faire plutôt que ça continue de diminuer et puis qu'on n'ait pas la capacité pour. Ou alors, c'est de repenser à la stratégie et c'est toujours de façon globale, de façon long terme. Et vraiment, en fait, pour moi, en tant que coach, c'est vraiment une question de culture financière et donc de comprendre dont on, 1, 2, 3, dont on s'est engagé et ouais, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Très bien. Eh ben, c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. Donc, les moments forts, le stress n'est jamais un bon conseiller. Dans des situations de forte baisse ou de fort mouvement, si en amont, les choses ont été faites en cohérence avec la situation, même si ce qui se passe peut être terrifiant ou peut faire peur, il faut garder le chemin parce que les choses, elles ont été faites en connaissance et en conscience. Et si des erreurs ont été faites, c'est-à-dire que si des événements non attendus ou totalement décalés de ce qu'on pouvait croire arrivent et mettent en exergue des erreurs réelles, on corrige les erreurs, on restructure et on continue d'aller de l'avant. Donc voilà un petit peu si on peut résumer tout ça. Et ça va maintenant être au temps du débat, de nos deux débats. Le premier, la boule de cristal, nos invités sont en train de nous rejoindre, et le second, sur le point marché, qui sera donné par Cyriac Dayan. Bonsoir Kevin, bonsoir Julien, bonsoir Cyriac. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Julien, voilà, ça y est, Julien a mis son micro. Eh ben, on va tout de suite commencer. Merci d'être parmi nous. Et on envoie l'édito et derrière, on va réagir d'une manière non consensuelle, j'espère bien. La boule de cristal. Lire dans une boule de cristal, c'est partir d'une première image vraie. Par exemple, vous êtes belle. Pour aller vers une hypothèse possible ou probable, vous allez rencontrer un monsieur jeune et beau qui voudra vous épouser. Je vous propose de tous ensemble essayer de faire la même chose et d'essayer de deviner ce qui nous arrivera l'an prochain. Je vais lancer plusieurs punchlines et on les reverra ensemble ensuite. La première, je vois que la politique du Covid-0 est derrière nous et que la Chine va passer en mode comme les copains. Et donc, qu'est-ce qui va nous arriver? Il n'y a pas eu de raz-de-marée républicain et encore moins de victoire républicaine au dernier mi-terme. Et donc, que va-t-il se passer? La guerre s'enlise, des petites phrases par-ci et par-là montrent que la diplomatie va prendre le dessus sur la poudre. Et là encore, que va-t-il se passer? Les problèmes de la technologie et des sociétés surévaluées qui ne gagnent pas ou presque d'argent ne sont pas finis. Ça, c'est déjà une opinion. Et que va-t-il se passer? Et pour finir, la super boule de cristal, qui va gagner la coupe? Alors, on va commencer, on va faire circuler la parole. Pour bien la faire circuler, je vais vous demander de réagir que sur un seul sujet et on passera à un autre sujet et on reviendra vers vous avec d'autres sujets pour que tous les sujets soient traités. Allez, Cyriac, c'est vous qui commencez. Quel sujet vous préférez? Le Covid-0, le raz-de-marée républicain, enfin le non-raz-de-marée républicain, la guerre, les problèmes de technologie? Et de toute façon, la coupe, ce sera pour tout le monde. Ok, peut-être le Covid, hein, parce que je pense que c'est quand même ça qui est le plus important. Alors pour le reste du monde, finalement, on a une tendance assez claire depuis de nombreux mois avec les campagnes de vaccination, une habitude qui est en train de se mettre en place sur la manière dont on vit avec ce Covid et dont à l'impact cette épidémie a pu impacter l'économie. La Chine, c'est très très différent. Ça a duré pendant de nombreuses années avec cette stratégie zéro Covid. Et là, en quelques semaines, ce qui est en train de se passer est quand même un vrai changement assez radical avec une visibilité qui est un peu compliquée parce que potentiellement, ça peut être une excellente nouvelle, mais avec un niveau d'incertitude qui est quand même très, très fort. Alors, en un mot, la politique chinoise a toujours été zéro Covid. Donc, quand il y avait quelques cas partout, n'importe où dans le pays, il y avait des confinements qui étaient très importants. Quand on dit très important, ça veut dire qu'on pouvait confiner une ville de plusieurs millions de personnes lorsqu'il y avait une annonce d'un ou deux cas. Et là, depuis en fait les manifestations qui ont lieu, couplées avec la réélection de Xi, qui a peut-être permis finalement de se lancer dans une nouvelle stratégie,
les manifestations ont un peu poussé le pouvoir à changer la stratégie. Et globalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une explosion du nombre de cas. Alors, explosion, c'est 40 000, 50 000 cas. Hein. Alors, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans d'autres pays, c'est anecdotique, mais dans l'histoire de la Chine, dans l'histoire récente de la gestion du Covid, c'est très important. Et il n'y a pas de fermeture de l'économie, voire il y a des annonces de réouverture d'une grande partie de l'économie. Donc, si ça se matérialise, c'est quand même une vraie bonne nouvelle pour l'économie mondiale pour 2023. Et la seule zone d'incertitude, c'est qu'une fois qu'on va ouvrir l'économie, le nombre de cas explosant, comment finalement les autorités chinoises vont gérer cette réalité-là avec un vaccin qui, pour l'instant, n'est pas très efficace, la version chinoise, face à cette explosion de cas. Donc ça, c'est vraiment la zone d'incertitude. Mais si on regarde uniquement ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement positif pour la Chine et pour le reste du monde. Ok, donc ça, c'est plutôt un message bien, bien positif. C'est quelque chose qui va relancer l'économie, relancer de la croissance, faire du PIB, faire du volume, peut-être aussi stopper tous ces petits manques qu'on avait, ces petites rarifications de produits avec ces bizarreries sur les prix. Donc, vous pensez que c'est plutôt une bonne nouvelle? Ah, oui, clairement, c'est une excellente nouvelle. Le seul point négatif qu'on pourrait avoir, au-delà de cette question de comment ils vont gérer les cas potentiellement beaucoup plus compliqués quand ils n'ont pas le système sanitaire qui va avec. La deuxième sujet, c'est quand même une réouverture de l'économie chinoise. Ça veut aussi dire, en effet, on arrête d'avoir des problématiques finalement d'importation dans les pays développés de certains biens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais au niveau de l'inflation, ça crée aussi un autre sujet qui est quand même la réouverture de l'économie chinoise. C'est très inflationniste au niveau des matières premières, en particulier au niveau du pétrole et des métaux industriels. Et ça pourrait, dans 2023, redevenir un sujet parce que si l'économie chinoise, comme ça semble vouloir être l'objectif des autorités, tourne à 5 ou 5,5 de croissance, hein, ce qui n'est pas du tout le cas sur 2022, on pourrait de nouveau avoir des problématiques matières premières qui reviennent et ce assez rapidement. Donc au niveau de l'inflation, je pense que le sujet est un peu ambigu parce que d'un côté, on est positif lorsqu'on regarde cette problématique d'importation liée aux biens manufacturés chinois. De l'autre côté, sur les matières premières en tant que telles, ce n'est pas forcément une excellente nouvelle au niveau inflation. D'accord. Alors, on va passer à Kevin. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Alors, allez, comme sujet, on a les républicains, la guerre et problème de technologie et des sociétés surévaluées. Oui, bah, enfin, alors, on peut traiter chacun de ces sujets-là. Hein, allez, choisissons un. Eh ben, on peut regarder, par exemple, tout ce qui est lié aux sociétés qui sont plutôt chèrement valorisées. Ça me semble, on va dire, un sujet qui est particulièrement intéressant, hein, et notamment parce qu'on a vu notamment déjà, chez Carmignac, Kevin, est-ce que vous avez un biais value, un biais croissance, ou vous êtes indifférent et vous allez là où vous pensez qu'il faut aller? Ça, j'ai envie de dire, ça dépend des portefeuilles. Après, on va dire sur les 10 dernières années, on a plutôt eu tendance à privilégier des sociétés avec on va dire plus de visibilité sur les trajectoires de résultats, et c'est plutôt des sociétés qu'on retrouve dans des secteurs de croissance, hein, typiquement. Donc, c'est plutôt ce type de société-là qu'on va privilégier. Je trouve ça d'autant plus intéressant de commenter ce sujet-là que dans la phase de marché la plus récente, et celle notamment qui a caractérisé les 6 à 8 dernières semaines, on a vu une baisse des taux d'intérêt, on a eu une dynamique de marché selon laquelle, on va dire, de mauvaises nouvelles sur le front économique constituent une bonne nouvelle pour les marchés d'actifs financiers. Typiquement, on va dire la conjonction de ces deux phénomènes-là, c'est-à-dire potentiellement, enfin plus de doutes sur la trajectoire ou sur la conjoncture économique, alors Chine mise à part, et baisse des taux d'intérêt, ce sont des phases de marché qui tendent à favoriser les sociétés de croissance. Et pour autant, dans cette phase de marché-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un marché comme le Nasdaq, par exemple, hein, qui est la quintessence de ces sociétés technologiques les plus chèrement valorisées, qui ont sous-performé. Et je pense que ça interpelle et ça nous dit quelque chose, qui est que, eh bien, justement, cette forme de manuel de l'investisseur qui consisterait à dire qu'avec le ralentissement économique, avec le risque de récession, il faut privilégier des portefeuilles qui sont très défensifs, des entreprises qui sont plutôt défensives, des secteurs qui sont défensifs. Oui, on va dire cette séquence-là, elle a toujours, elle devrait bien se passer comme elle a pu se passer sur des cycles précédents, à la différence près
que l'environnement de taux d'intérêt et l'environnement d'inflation est, lui, beaucoup moins certain, beaucoup plus incertain qu'il n'a été par le passé. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Comment est-ce qu'on se positionne? C'est vrai que voilà, quand on a cette problématique de bras de fer entre l'inflation d'une part et la récession d'autre part, eh bien, on a envie soit d'aller acheter ou d'aller investir sur des entreprises plutôt défensives, plutôt chèrement valorisées, ou des entreprises plus cycliques qui, elles, tendent à être moins chèrement valorisées. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Il nous semble, en tout cas chez Carmignac, que le maître mot, c'est la diversification. Cyriac a parlé de la Chine. Là aussi, je veux dire, la Chine sera sans doute le seul bloc économique au sein duquel on aura une croissance du PIB qui sera supérieure en 2023 à 2022. Ce n'est pas le cas en Europe, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Toutes choses égales par ailleurs, la croissance nominale du PIB, elle se retrouve dans le résultat des entreprises et donc il y a de la valeur à y être investie. Donc ça, c'est une chose à faire. Il y en a une autre qui est peut-être les actions japonaises, on va dire un pays ou une région qui a été largement oubliée par les investisseurs mondiaux. Donc ça aussi, c'est peut-être un autre endroit où on peut aller investir. Et ça tombe bien parce que et les actions chinoises, en tout cas certaines de ces actions chinoises, notamment celles qui sont cotées aux États-Unis, et les actions japonaises, traitent sur des multiples de valorisation qui sont beaucoup moins élevés au vu de l'histoire, ce qui n'est pas vraiment le cas des sociétés du secteur technologique. Et donc, là aussi, sur la diversification, il me semble que c'est un message qui est très important à faire passer, c'est que avoir des sociétés qui sont beaucoup plus résilientes, donc moins sensibles au cycle économique, c'est important. Il faut aussi faire attention à combien est-ce qu'on paye ces entreprises-là, qu'est-ce qui est intégré dans le cours de ces entreprises-là, et puis il faut essayer d'aller se diversifier. Donc je disais, la Chine, le Japon, et en termes sectoriels, peut-être aussi aller chercher des investissements qui sont peut-être un petit peu moins chers que d'autres. On peut penser au secteur industriel, par exemple, là aussi, qui devrait bénéficier de thématiques comme celle du rapatriement de chaînes de production et qui traitent sur des niveaux de valorisation qui sont beaucoup moins élevés que les sociétés technologiques. Alors, sur des noms, il y a quand même, on va dire, dans les secteurs les plus… Des noms d'industriels, là, par exemple. Des noms d'industriels. On peut, voilà, et par exemple, il y a des fabricants de tracteurs aux États-Unis, John Deere, par exemple. Là, on a tous cette image du petit logo avec le cerf jaune sur fond vert. Voilà, c'est des entreprises qui devraient, là aussi, bénéficier de cet environnement de rapatriement de chaînes de production. Au Japon, on aime bien une entreprise comme Dentsu, par exemple, qui est un acteur plutôt du secteur de la publicité au Japon. Et puis en Chine, on parlait de niveau de valorisation qui était très bas. On pense, je peux dire, la quintessence, ou en tout cas l'exemple même de la société chinoise qu'on connaît tous ou beaucoup, c'est Alibaba, donc le concurrent en tout cas l'homologue d'Amazon. Alibaba, par exemple, l'action du groupe Alibaba, elle traite sur le même niveau de prix qu'elle traitait en 2014 quand elle a été introduite en bourse. Donc ça aussi, ça vous donne quelques détails sur ces niveaux de valorisation et pourquoi est-ce qu'on peut aller chercher des entreprises en dehors de ce qui ferait, on va dire, la construction d'un portefeuille typique en période de ralentissement économique. Et pourquoi vous pensez que le fait de rapatrier sur son sol, ça crée de la valeur pour la société ? Alors, ça crée de la valeur pour les entreprises qui le font. Alors, par exemple, au Japon, pourquoi est-ce que ça va créer de la valeur de rapatrier ces chaînes de production? Notamment parce qu'on a eu au Japon, on va dire, je disais que c'est un marché qui a été complètement abandonné par les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'on a eu des salaires réels qui étaient complètement déprimés depuis 25-30 ans. Ils n'ont globalement pas bougé. Et donc ça a quand même déprimé une composante importante de l'économie japonaise qui est la demande interne. Si on a demain un rapatriement des chaînes de production au Japon, l'économie japonaise est devenue beaucoup plus compétitive qu'elle ne l'a été par le passé, du fait de ces salaires réels qui n'ont pas bougé du tout, du fait d'une dépréciation du yen aussi qui a été extrêmement importante sur les 18 derniers mois. Eh bien, ce rapatriement des chaînes de production, dans un contexte où on a un marché de l'emploi qui est quand même relativement tendu au Japon, qu'est-ce que ça devrait amener? Ça devrait amener potentiellement une hausse des salaires. Et hausse des salaires au Japon, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, en termes réels en tout cas. Et donc ça devrait stimuler la demande interne au Japon et donc les entreprises plutôt exposées à de la croissance domestique sur place. Ok, écoutez, merci beaucoup. On va passer à Julien. Julien, il vous reste deux sujets. Donc vous avez de la chance, ce n'est pas les sujets les plus financiers, donc ça tombe bien pour vous. On a le raz-de-marée républicain, le non raz-de-marée républicain,
ou l'enlisement de la guerre et ces petites phrases qu'on commence à voir un petit peu partout et à entendre un peu partout? Je vais prendre la guerre. Je vais prendre La la guerre. guerre, allez-y. Effectivement, c'est quand même des grands événements de 2022 au niveau géopolitique, hein, c'est-à-dire le retour de la guerre en Europe et avec une guerre à haute intensité. Alors c'est vrai que le retour, en tout cas des premiers prémices depuis quelques semaines sur des négociations potentielles, c'est toujours une bonne nouvelle. Hein. C'est déjà une bonne nouvelle en premier lieu au niveau moral. Je pense qu'on a tous en tête les quelques chiffres, hein, même si c'est très difficile d'avoir un bilan. Hein. C'est au moins 7000 civils tués en Ukraine depuis fin février. On parle de 75 000 soldats russes, et peut-être autant côté ukrainien. Donc, au niveau moral, un retour à la table des négociations pour obtenir un cessez-le-feu durable, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Et puis, au niveau économique, n'oublions pas que nous sommes dans Parlons Patrimoine. Au niveau économique, bien sûr, comme l'a dit Bruno Le Maire, la guerre, en tout cas le cessez-le-feu durable pourrait être un des meilleurs plans de relance pour l'économie mondiale et pour la croissance mondiale l'année prochaine. Et pourquoi pas contribuer à détendre les tensions et l'inflation sur les matières premières et plus précisément sur les matières énergétiques. Ensuite, le choix, il est quand même très cornélien. Hein. Le choix, il est très cornélien. Il y a d'un côté, effectivement, cette obligation morale et puis cette bonne nouvelle d'avoir un cessez-le-feu durable, ça c'est indéniable. Ensuite, cessez-le-feu durable voudrait dire vraisemblablement un abandon des concessions des territoires conquis par les Russes, un abandon comme quoi les Ukrainiens ne reprendraient pas la totalité des territoires perdus et des provinces. Donc, ce qui veut dire que vous laissez des centaines de milliers de civils sous le joug russe qui ne sont pas particulièrement connus quand même, des civils ukrainiens sous le joug russe qui ne sont pas particulièrement connus quand même pour le respect des droits de l'homme. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les cessez-le-feu durables ou les accords, quoi qu'on en dise, Vladimir Poutine n'a jamais respecté les accords, que ce soit en Crimée, que ce soit à propos du Donbass. Donc, il ne faudrait pas que ce cessez-le-feu durable, même si ce serait une très bonne nouvelle en premier lieu au niveau des civils et en deuxième lieu de l'économie, se retrouve comme une sorte de piège et une possibilité pour Poutine de se réorganiser, de réorganiser ses forces, de changer sa stratégie pour à nouveau déclencher un nouveau conflit ou pourquoi pas réattaquer l'Ukraine dans quelques mois ou dans quelques années. Et ensuite, de l'autre côté, bien évidemment, continuer à soutenir l'Ukraine, bien sûr, au niveau moral, on en est tous d'accord, c'est indéniable, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ensuite, au niveau budgétaire, au niveau économique et même, je dirais plus loin, au niveau des conséquences qu'aurait à supporter la population européenne dans les mois et dans les années à venir, si le conflit venait à s'enliser, est-ce qu'on est vraiment prêt à accepter ça? Donc c'est vrai que le retour des négociations… Je vais vous interrompre et je vais juste reprendre une phrase de ce que vous avez dit. Je vais un peu lui donner une dimension financière et on va demander à Kevin et à Cyriac de donner un vrai avis financier. Aujourd'hui, on a la guerre, on a quasiment la totalité du monde occidental et les États-Unis en tête qui envoient du matériel à l'Ukraine. Ce matériel, il ne faut pas rêver, hein, il n'est pas payé par les Ukrainiens. C'est chaque pays qui fait des dons et des choses comme ça, et ensuite, qui produit après son armement ou qui produit son matériel, même quand on a des pays périphériques. Par exemple, j'ai lu qu'Israël envoyait du matériel médical pour 3 millions de dollars. C'est probablement du matériel médical produit, soit du matériel médical qui est produit en Israël, qui donc fait tourner l'économie israélienne, soit du matériel médical qui était stocké par les militaires, qui n'arrive pas très loin de la péremption, qui va être envoyé et qui va être réacheté sur le nouveau budget de l'armée. Donc, idem pour les États-Unis, tout ça. Donc, toute cette aide qu'on envoie à l'Ukraine, ça fait tourner les économies occidentales par des formes de subventions déguisées, puisque c'est payé par les États. Si demain la guerre s'arrête, OK, on va reconstruire le pays. Là encore, il ne faut pas rêver. La reconstruction se fera par des dons, par des prêts européens, par des prêts très long terme, par des choses comme ça. Mais ce n'est pas les Ukrainiens qui vont payer leur reconstruction. En tout cas, ils vont payer qu'une petite partie parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc, ma question, c'est est-ce que, au-delà de l'image très positive de la paix qui pourrait donner une bouffée d'oxygène et vraiment faire plaisir à tout le monde, et on pourrait traduire ça dans les milieux financiers par une hausse très, très violente et très forte sur 10 jours, 15 jours, est-ce que sur un moyen terme, on va dire un moyen terme
d'un an ou de 2 ans, est-ce que ça amènera vraiment plus de business que la guerre? Donc, est-ce que la paix amène plus de business que la guerre? On commence par Kevin et ensuite Cyriac. Alors, je vais repartir sur un concept que vous avez introduit, Bernard, qui est celui de la reconstruction. C'est-à-dire que oui, en effet, la reconstruction d'un pays après une période de guerre, la première étape de cette phase de reconstruction, elle tend à se faire par des gouvernements, par des autorités supranationales. Il y a très peu de capitaux privés qui sont impliqués dans ces phases de reconstruction, en tout cas dans la première étape de cette phase de reconstruction. Ensuite, ce sont des choses qui changent. C'est-à-dire que une fois que, on va dire, les premières pierres ont été posées, si vous me permettez d'utiliser cette métaphore-là, ensuite vient le temps de l'appel à des capitaux privés et donc des capitaux financiers et donc des marchés financiers qui, eux, tendent à être très largement impliqués potentiellement dans des économies ou dans des pays qui sont en phase de reconstruction. Alors, évidemment, en période de guerre, mais il y a d'autres, on va dire, d'autres cas de figure où il y a des pays qui sont dans des phases de reconstruction, notamment après des phases de crise extrêmement sévères, hein, ou des périodes de perturbations extrêmement sévères. On parlait de l'Ukraine. Par exemple, en Ukraine, alors bien évidemment avant les événements tragiques qui ont marqué cette année, ça a aussi été un pays qui a été en reconstruction économique, par exemple. Et donc, il y a eu des acteurs, très importants, hein, comme le FMI, par exemple, qui ont été impliqués pour, on va dire, remettre l'Ukraine sur les rails du développement. Et suite à ça, eh bien, il y a eu un appel à des capitaux privés, et notamment des instruments de dette qui ont été émis, par exemple, par les autorités ukrainiennes, qui servent à financer cette reconstruction. Alors, c'est un peu technique, mais je pense que c'est quand même intéressant de montrer, en tout cas, d'essayer d'exemplifier quels sont ce type d'instruments de dette. On a par exemple des obligations qui sont émises par l'État ukrainien, qui ont été émises par l'État ukrainien, dont le versement de coupons, d'accord, donc le paiement du taux d'intérêt sur ces prêts-là, sur ces obligations, est tributaire d'un niveau de croissance. Donc, si la croissance ukrainienne dépasse un niveau de 1, 2 ou 3%, eh bien, le taux d'intérêt qui était payé par le gouvernement ukrainien était plus ou moins élevé. Et donc, on voit bien qu'on a bien, on va dire, un appel aux capitaux privés, mais ça viendra plutôt dans un second temps. Sur l'impact de la fin de la guerre, oui, je pense que si ça devait arriver demain, ça aura un impact extrêmement important, je pense extrêmement important sur les actifs européens en tant que tels, sur l'euro notamment. Je crois que Cyriac tout à l'heure mentionnait les marchés des matières premières et notamment les marchés du pétrole. Voilà, il y a une forme de prime, hein, avec ce conflit ukrainien. Si la guerre devait s'arrêter demain, sans doute que les prix du pétrole seraient entre 15 et 20 dollars plus bas que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un phénomène qui devrait, on va dire, rester pour bien plus que quelques semaines. Cyriac, à vous. Sur les actifs, j'ai peut-être une vision un peu différente. Je pense qu'en fait, les investisseurs, les marchés financiers sont aujourd'hui assez éloignés du sujet Ukraine, hein. Ça a été un sujet forcément en février, mars, avril. Et aujourd'hui, vraiment, ce qui focalise le marché, c'est la question du nucléaire. Quand Vladimir Poutine en parle d'une manière directe ou indirecte, voilà, c'est plus le sujet. En tant que tel, aujourd'hui, les marchés ont une capacité, on peut le regretter, mais une capacité de s'habituer assez rapidement aux nouvelles réalités. Et je pense pas qu'en tout cas, toute chose égale par ailleurs, l'Ukraine soit vraiment le sujet pour les investisseurs et pour les marchés. Si demain il y avait un accord de paix ou une sorte de stabilisation de la situation, je pense que ça serait pris positivement, mais moi, j'imagine pas un rallye des marchés actions de 10% sur la news, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà anticipé beaucoup alors peut-être pas de bonnes nouvelles, mais en tout cas une forme de stabilisation, et que la reconstruction de l'Ukraine, c'est des sujets qui sont extrêmement longs et qui en profitera. En première vue, les Américains sont déjà en train de se placer de manière assez significative pour en profiter, mais ça sera vraiment des sujets très longs. Et peut-être de manière un peu paradoxale, le sujet, ça sera peut-être plus la Russie, de savoir à ce moment-là, s'il y avait une forme peut-être pas un accord de paix, mais une forme de stabilisation avec une signature entre les deux parties. Quel serait le positionnement des pays développés vis-à-vis de la Russie? Est-ce que la Russie, dans les phases de négociation, va demander à être réintégrée en partie ou totalement à certains marchés? Je pense particulièrement à la question des matières premières. Quelle serait la réaction des pays européens?
Et donc, ça serait peut-être plutôt ça le sujet, à mon sens, dans ce cadre-là, un peu géopolitiquement. Ça serait de quelle manière la Russie va négocier pour revenir un peu dans l'économie mondiale. Et ça, c'est très compliqué parce que, d'une certaine manière, les pays développés ont besoin de la Russie pour un certain nombre de matières premières, mais en même temps, ça serait très difficile de les réintégrer à très court terme, au vu de ce qui s'est passé, et assez logiquement. Donc, ça serait des questions un peu à moyen terme. Donc, il y aurait une réaction positive marché de quelques pourcents, je pense, sur les actions, mais pas un rallye de 20%, parce que tout simplement, si vous regardez le marché action, suite à l'annonce de la guerre, au niveau auquel il se situe aujourd'hui, bon, on n'est plus très loin, en tout cas, et même en Europe, on est même au-dessus de ce niveau-là. Donc, globalement, je pense que il y a une grande partie de la stabilisation de la situation en Ukraine qui est déjà dans les prix. D'accord. OK. Allez, on va très, très rapidement, en 2 minutes, passer au dernier sujet. Et après, ce sera à votre tour, Cyriac, avec le point marché. Est-ce que cette absence de raz-de-marée républicain et donc la conservation de la Chambre aux démocrates, c'est plutôt une bonne nouvelle? Bon, on sait que les démocrates, enfin, ma question, je vais encore plus la préciser, les démocrates ont plus tendance à laisser filer de l'argent public et à laisser rentrer de l'argent public dans l'économie avec des plans d'aide et des choses comme ça. L'économie américaine est un moteur de l'économie mondiale. Donc, est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle ou que, somme toute, l'entrée des républicains aurait pu encore plus dynamiser et peut-être plus vite relancer la bourse? Cyriac, vous gardez la parole en 30 secondes et après, c'est Kevin qui nous donnera son point de vue. Joe Biden a quand même perdu la Chambre des représentants. Donc, globalement, aujourd'hui, on est dans une situation où une partie est républicaine, une partie du pouvoir est républicaine, une partie démocrate. Donc, c'est une forme on va avoir 2 ans, il ne va pas se passer grand-chose. Le vrai sujet pour moi, c'est le plafond de la dette, parce qu'il faudra qu'ils se mettent d'accord. Il faut avoir en tête que les États-Unis sont obligés de négocier de manière récurrente, enfin, le gouvernement des États-Unis, pour augmenter le plafond de la dette. Donc, ça, pour moi, le vrai sujet. Après, en termes de dépenses, on va se retrouver dans une forme de statu quo, mais qui est pas plus mal, parce que dans un monde très inflationniste, comme on a pu le connaître aux États-Unis, aujourd'hui, refaire de la dépense publique n'est pas forcément la meilleure idée. Alors, ça veut dire qu'il y aura moins de stabilisateurs si on va en récession, mais globalement, je trouve que la situation au niveau économique n'est pas si mauvaise, et que si les démocrates avaient gardé les 2 chambres, ça n'aurait pas forcément été une meilleure nouvelle pour les marchés. OK. Allez, Kevin, en 30 secondes. Oui, donc, alors, pour moi, à votre première question, oui, les marchés financiers, ils ont tendance à apprécier cette situation de gouvernement divisé. Donc voilà, l'eau tiède, on va dire ça comme ça. Donc ni trop chaud ni trop froid. Je rejoins tout à fait ce que disait Cyriac, c'est-à-dire que le principal impact, alors il y en a 2, il y en a un peut-être sur en effet l'impact de la guerre en Ukraine, vous le disiez, beaucoup des mesures de soutien à l'Ukraine, notamment des mesures de soutien américaines à l'Ukraine, ont été votées par le gouvernement américain. Avec moins de majorité, ça veut dire potentiellement moins de soutien, et peut-être que ça permettra, on va dire, d'accélérer les discussions sur le front des négociations plutôt que sur le front armé. Et je pense que le principal impact, c'est celui qui est sur la politique budgétaire, parce que ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une forme de falaise budgétaire, c'est-à-dire que avec un gouvernement divisé, il y a beaucoup moins d'aides et beaucoup moins d'aides publiques. Et d'ailleurs, en moyenne, sur on va dire les 4 trimestres de 2023, c'est une contraction budgétaire de l'ordre de moins 2%. Donc moins 2% de contribution du PIB en moyenne par trimestre sur 2023. Alors ça ne résout pas le problème de l'inflation, mais ça évite un phénomène où on mettrait, on va dire, de l'huile sur le feu. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, in fine, pour l'économie américaine ou pour les marchés financiers? Je n'en suis pas si certain. Pourquoi? Parce que sans doute que ça entretient cette illusion d'atterrissage en douceur de l'économie américaine, et on pourrait avoir un réveil bien plus difficile, comme le disait Cyriac, si jamais on doit avoir une dégradation de la conjoncture économique, mais aussi ça entretient l'illusion que l'inflation est en fait pas si persistante que ça, et là aussi on pourrait avoir des mauvaises nouvelles sur ce front-là, compte tenu encore une fois de la vigueur du marché de l'emploi américain. OK. Allez, et maintenant on passe à la Super Bowl. C'est vous qui commencez, Julien, en 1 seconde. Dites-moi, est-ce que la France va passer en finale et qui va gagner la coupe? Allez, Julien.
Moi, je ne suis pas très foot, donc je suis l'actualité footballistique de loin. Des noms, Julien. On va dire, moi, je pense qu'il faut, comme le dirait le coach, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Et puis, on va voir. Hein. Il reste encore deux. Julien, on veut juste un nom. Qui va gagner la coupe? Non, mais ce serait, évidemment, moi, je suis un patriote. Hein, donc, que ce soit à la pétanque lyonnaise ou à la pelote basque, je suis toujours content que mon pays gagne. Julien, il vote pour la France. Kevin, qui va gagner la coupe? Et on va être contrariant et on va dire que c'est l'Argentine qui va gagner la coupe. L'Argentine. Et pour moi, je pense que la finale sera France-Argentine aussi et que la France va gagner. Cyriac, vous nous donnez votre pronostic et vous enchaînez directement sur votre point marché. Non, je suis complètement en ligne avec vous, Bernard. France-Argentine et victoire de la France en finale. Ok, donc, voilà. On verra à la prochaine émission. Allez, Cyriac, le point marché. Alors, comme souvent sur le point marché, je vais dérouler au niveau géographique pour donner les grandes orientations. Alors, il faut avoir en tête qu'on est à l'aube d'une semaine très importante puisqu'on a l'inflation aux États-Unis mardi, les données, la Fed mercredi, la BCE jeudi, donc beaucoup d'annonces assez importantes. Alors, du côté des États-Unis, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'inflation, le chiffre d'inflation. Il faut se rappeler que le précédent était à 7,7 et celui attendu demain est à 7,3. Donc, globalement, ça nous confirmerait une tendance à une normalisation très progressive, mais une normalisation en cours de l'inflation. Donc, ça serait une bonne nouvelle parce que ça validerait finalement une politique monétaire qui progressivement arrêterait d'être aussi agressive dans ses hausses de taux du côté de la Fed. On n'attend que 50 BP, donc 0,50 de hausse de taux du côté de la Fed, alors qu'on a eu 75 BP au cours des dernières réunions. Ce qui me semble important sur l'inflation, et on est sur un sujet extrêmement technique et qui est vraiment le sujet du moment, hein, de mon point de vue, c'est de regarder deux facteurs qui sont en fait les deux derniers piliers de la spirale inflationniste. On a la question de l'immobilier. Alors, aux États-Unis, il faut avoir en tête que l'immobilier est un poids très important dans la construction de l'inflation, ce qui n'est pas le cas en zone euro. Et ce chiffre-là, pour nous, enfin, cette contribution de l'immobilier va se normaliser. On n'a pas exactement le timing pour des raisons un peu techniques dans la manière dont on construit l'indice. Mais quand on regarde les données immobilières aux États-Unis, il y a vraiment une chute très, très violente aujourd'hui. Et on ne voit pas des prix au niveau en particulier des loyers fictifs, c'est la manière dont ça s'appelle aux États-Unis, continuer à progresser. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de notre point de vue. C'est un vrai moteur de normalisation qui devrait se concrétiser dans les prochains mois et peut-être dès demain. Du côté des salaires, par contre, la situation est beaucoup plus compliquée. Hein. Comme on le disait un peu avant, le chômage reste très très faible aux États-Unis. Les salaires restent en train de progresser de manière significative et c'est la dernière brique qui empêche une normalisation de l'inflation aux États-Unis. Et là, on va avoir des données qui vont nous permettre de voir du côté des services si ça commence à s'infléchir ou si on continue d'être sur des hausses de salaire entre 5 et 6%, comme on connaît depuis de nombreux mois. Donc, du côté de l'inflation aux États-Unis, je pense que c'est vraiment le sujet important. On a des bonnes nouvelles qui sont en train de se matérialiser, mais qui sont en partie intégrées dans les cours. Et si demain, on avait finalement une poursuite de la tendance à la normalisation, ça serait clairement une excellente nouvelle pour l'ensemble des marchés, que ce soit actions, taux ou crédit. Mais j'ai envie de dire, on a quand même eu beaucoup de mauvaises surprises au cours des derniers trimestres sur l'inflation. Donc, ce chiffre-là sera particulièrement scruté par les investisseurs pour finalement anticiper la fin d'année qui devrait soit profiter d'une poursuite d'un rallye si on avait une bonne nouvelle du côté de l'inflation, soit plutôt finalement se dégonfler un peu si on avait une inflation un peu plus forte. Du côté de la zone euro, on a finalement aujourd'hui une situation qui est un peu différente des États-Unis puisqu'on est un peu en retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que l'inflation a commencé à chuter aux États-Unis alors qu'en zone euro, on a eu une première baisse. On était à 10,6, on est à 10 aujourd'hui, mais on reste sur des niveaux qui sont extrêmement forts. Ce qui va être intéressant, c'est du côté de la BCE, ces annonces. On attend aussi une réduction des hausses de taux, plutôt 50 BP jeudi. Mais ce qui est vraiment le point clé, c'est est-ce que finalement la récession qui pointe et qui arrive beaucoup plus vite en zone euro qu'aux États-Unis va obliger la BCE à changer un peu son discours sur les prochaines hausses de taux. Donc là, ça va être le sujet à suivre du côté de la BCE. De mon point de vue, c'est un peu tôt pour anticiper cette inflexion. Je pense que la BCE va continuer, en particulier Madame Christine Lagarde, à être extrêmement droite dans ses bottes en nous annonçant des poursuites de hausse de taux parce qu'on a besoin d'avoir une inflexion beaucoup plus claire de l'inflation pour que la Banque centrale puisse se permettre une modification de manière assez forte de sa politique monétaire. Néanmoins, du côté de la BCE,
il va falloir suivre ça, et je pense que c'est peut-être pas en décembre qu'on l'aura, mais début d'année prochaine, on pourra avoir des annonces un peu plus sympathiques pour les marchés financiers. J'ai déjà parlé de la Chine, donc je vais aller assez rapidement du côté chinois, mais on ne peut pas parler de l'inflation sans parler aussi de la Chine. On a une inflation de 1,6% en Chine, il faut l'avoir en tête. L'inflation en Chine, c'est le seul endroit au monde où aujourd'hui l'inflation est inférieure par rapport aux objectifs fixés, enfin dans les grandes zones, hein, par rapport aux objectifs fixés par les banques centrales. On ambitionne d'avoir 3% d'inflation en Chine. Aujourd'hui, on a 1,6%. Ça s'explique par un ralentissement économique qui a été très important lié au confinement. Néanmoins, ça offre aussi à la Banque centrale la capacité à agir. Couplé avec la question du Covid et cette réouverture que je citais, je pense qu'aujourd'hui, en Chine, on pourrait avoir des bonnes surprises dans les prochains mois. Alors, peut-être pas dans les prochaines semaines parce que ça va prendre un peu de temps, mais dans les prochains mois, ce moteur chinois qui était un petit peu bloqué est en train de se dégripper. Et entre une banque centrale un peu plus sympathique, un gouvernement qui a des capacités de relance et cette question de la réouverture, des bonnes surprises sont potentiellement à attendre du côté de la Chine et des actions chinoises. À noter néanmoins que ça a déjà rebondi, mais ça avait tellement baissé que finalement, il y a encore de la place. Donc, dans ce contexte-là, de mon point de vue, on est en train d'évoluer d'un risque inflationniste à un risque de récession. Tout à l'heure, on en parlait. La question, c'est est-ce que la récession ou pas, c'est pas un sujet en fait. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir une récession forte ou est-ce qu'on va rester sur une récession très modérée. Aujourd'hui, les données économiques ne nous incitent pas à croire à une récession forte. Il n'y a pas non plus de bulle dans le système qui nous pousserait à une récession forte. Néanmoins, on est quand même sur un peu à la croisée des chemins parce que finalement, on n'est pas très très loin, avec quelques mauvaises surprises sur l'inflation des banques centrales qui sont incapables finalement d'arrêter de monter les taux de manière trop agressive, on pourrait rentrer dans une récession beaucoup plus forte. C'est le risque à surveiller. Pour nous, la probabilité de ce scénario-là n'est pas la plus élevée, mais il existe et c'est vraiment ça qui pousserait le marché beaucoup plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. En termes d'allocation d'actifs, dans ce contexte-là, ce que nous, on préconise, c'est une préférence pour tout ce qui est crédit. On trouve que le crédit offre un couple rendement-risque extrêmement attractif aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans le scénario très négatif sur l'activité économique. On considère que le crédit, en particulier le crédit au rendement, offre un rendement extrêmement attractif avec une sensibilité relativement limitée. Du côté des actions, un peu plus modéré, on va dire une neutralité globale, avec une petite préférence pour les États-Unis aujourd'hui, parce qu'en zone euro, on l'a noté, une inflation qui n'a pas encore piqué ou encore pas de manière très claire. La question de l'Ukraine qui reste quand même un sujet. Néanmoins, voilà, au niveau des actions, nous, on est plutôt dans une forme de neutralité en considérant qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui avaient été anticipées, que les résultats des entreprises au troisième trimestre ont plutôt été positifs et que si le pic d'inflation est réellement arrivé aux États-Unis et que c'est en train de s'inverser, ce contexte-là pour 2023 ne sera pas aussi catastrophique que ce qu'on aurait pu craindre il y a encore quelques mois. Donc voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur la situation et notre allocation. OK. Alors, je vais enchaîner et après, ce sera au tour de Kevin. Moi, ce débat sur la récession et du fait d'une petite peur d'une récession moyenne, on privilégie le crédit aux actions, il m'a toujours un peu surpris parce que d'abord, tout le monde pense qu'il va y avoir une petite récession ou tout le monde a peur d'une petite récession et donc les prix se sont réajustés, soit par rapport à la pensée de la récession, soit par rapport à la peur de la récession. Si récession il y a, et pourquoi il y aurait une récession, c'est parce que les taux on continuerait à monter les taux. Donc les banques centrales continueraient à monter les taux. Si les banques centrales continuent à monter les taux sur les actifs de crédit, ça va peser sur les actifs longs. Alors c'est vrai que sur les actifs courts, ça va moins peser et de toute façon c'est moins important puisqu'ils arrivent très vite au remboursement. Mais par contre, ça va aussi augmenter le risque de faillite. Et donc là, c'est même plus de non-remboursement des intérêts ou de non-remboursement du capital. Et je me demande si ce n'est pas un peu une manière de vouloir se rassurer à soi-même que de dire, bon, ce n'est pas le moment d'aller sur les actions, mais aller sur les obligations. Est-ce que les deux ne sont pas couplés? Et d'ailleurs, en 2022, on a vraiment vu qu'ils étaient couplés. On a vu d'abord un krach assez terrible. Il y a des intervenants qui sont venus ici pour nous expliquer que sur les obligations, c'est le krach le plus fort qu'on a jamais eu depuis 1929, voire même certains ont dit que même en 1929, le krach sur les obligations avait été moins fort, et il a généré ou en même temps un krach sur les actions aussi.
qui est peut-être moins voyant pour les actions non technologiques, mais pour les actions technologiques avec en tête de liste le Nasdaq, il est très fort. Donc, on a vraiment vu un couplage. Pourquoi est-ce que ça se découplerait et pourquoi est-ce que quand vous dites les obligations, on est un petit peu plus positif, est-ce que ce n'est pas une manière de ne pas vouloir chercher à prendre des mauvais coups, des choses comme ça, mais est-ce que les deux ne sont pas vraiment couplés? Allez, je vous laisse répondre et après on laissera intervenir Kevin, donner son point de vue. L'idée, elle est assez simple sur les obligations et je comprends tout à fait la logique de corrélation que vous citez parce que 2022 est une année catastrophique puisque certains indices crédits font des performances pires que les indices actions sur l'année 2022. Mais c'est justement parce que ça s'est passé comme ça en 2022 que ça ne devrait pas se passer en 2023 parce que le crédit a une qualité que n'a pas les actions, c'est le rendement. C'est-à-dire que plus les spreads s'écartent, plus les taux montent, plus globalement, votre coupon, ce que vous allez encaisser, il augmente significativement. Et quand aujourd'hui, sur du crédit à yield, vous êtes à 8 ou 9% de rendement, globalement, il faut un taux de défaut, un pourcentage de défaut pendant plusieurs années extrêmement important, et si important qu'on n'a pas connu en 2008, alors que 2008 était quand même une récession extrêmement importante, pour qu'on commence à perdre de l'argent. Et c'est cette visibilité-là qu'offrent les obligations, de notre point de vue, qui paraît particulièrement intéressant. C'est-à-dire que globalement, si vous êtes capable d'être sur ce qu'on appelle du buy and hold, vous achetez le papier, vous le gardez, globalement, de notre point de vue, n'anticipant pas une récession terrible à venir, même s'il y a quelques défauts, votre rendement vous permettra largement d'encaisser ça. Sur les actions, la problématique, elle est un peu différente parce que bon, il y a dividende, mais le dividende, il est quand même malheureusement pas à ce niveau-là. Et globalement, sur les actions, on est quand même beaucoup plus sujet à des mouvements de volatilité et on n'a pas ce côté retour à la moyenne que je citais sur les obligations. Ça ne veut pas dire que 2023 sera une mauvaise année sur les actions, hein. C'est pas du tout ce qu'on nous dit là-dessus, mais on a un niveau de visibilité qui est beaucoup plus faible parce que sur les actions, on pense qu'on achète de la volatilité aujourd'hui sur 2023, mais avec une visibilité sur les perfs qui est quand même encore réduite, alors que sur les obligations, finalement, pour des investisseurs capables de tenir les positions, bah, vous rentrez aujourd'hui sur des obligations à 8 ou 9% de rendement, et ça, c'est quand même pour le coup assez extraordinaire. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 10 ou 12 ans. Et c'est pour nous un vrai facteur positif. Et c'est dans cette différence-là qu'on se situe aujourd'hui. Maintenant, si les actions baissent de 20%, les spreads de crédit vont s'écarter. C'est certain, vous avez complètement raison. Néanmoins, la grosse différence, c'est que vous aurez votre coupon qui, tous les mois, vous remboursera une partie de cet écartement de spread. Très bien. Alors, Kevin, donc chez Carmignac aussi, vous avez un très, très gros département crédit. Et vous avez beaucoup de fonds à l'intérieur desquels il y a des obligations et des actions. Est-ce que vous partagez le point de vue de Cyriac ou est-ce que vous avez un biais un peu différent, ou voire même peut-être complètement différent? Alors, il me semble que dans ce que disait Cyriac, il y avait 2 points. On va continuer la conversation sur les marchés du crédit. Oui, on aura tendance à partager le point de vue de Cyriac. Il y a souvent une expression que les sélectionneurs de fonds aiment bien utiliser, qui est les 3 P. People pour les gens, process pour le processus d'investissement et performance. Quand on fait de la sélection de fonds. Sur le crédit, il me semble qu'on peut appliquer cette règle des 3 P. Alors, ils sont un peu différents. Il y en a un qui est sur la performance. Je crois que Cyriac l'a bien exprimé. On a des taux de rendement à maturité entre 4 et 10% en fonction de si on va sur des maturités plus longues ou plus courtes avec plus ou moins de risques de crédit. Donc ça, c'est pour la performance, c'est-à-dire qu'historiquement, le rendement à maturité, il a tendance à correspondre quasiment de 1 pour 1 avec, on va dire, modulo des taux de défaut, mais à la performance par an qu'on peut avoir quand on investit sur ces marchés du crédit. Donc ça, c'est important. Et là aussi, sur du très long terme, la performance des marchés d'actions, c'est plutôt entre 6 et 8% en moyenne par an. Donc là, vous voyez, on a des rendements sur ces marchés du crédit qui sont de cet ordre-là. Donc ça, c'est un facteur qui est important. Le deuxième P, ce serait quelque chose qui a trait au pessimisme, ou qui est donc de fait une forme de protection. Et je crois que Cyriac, là aussi, l'a bien illustré. La hausse des taux de défaut, oui, elle fait peur. Il me semble qu'elle est quand même bien intégrée par les marchés. Vous disiez, Bernard, l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Il faudrait une hausse de taux, en taux d'intérêt ou de prime de risque, de 1,6% pour effacer 1 an de portage sur les marchés du crédit. Donc, c'est quand même une hausse qui est particulièrement conséquente. Et puis, je pense qu'il y a aussi
une autre vue qui est une forme d'arbitrage entre des actions et des obligations. Une hausse de taux de l'ordre de 1,5%, ça fait très mal au marché d'actions parce que les actions, elles sont aussi sensibles à la remontée de taux d'intérêt. Alors, elles ne sont pas toutes sensibles de la même façon, hein, si on prend des actions ou des sociétés du secteur technologique, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis le troisième, c'est la patience. Le troisième P, il me semble, c'est que sur les marchés du crédit, eh bien, on a un coupon qui tombe tous les mois. Donc voilà, sur les fonds obligataires auxquels vous faisiez référence, Bernard, entre Carmignac Sécurité et Carmignac Crédit, donc avec le moins de risques ou plus de risques dans le portefeuille, on a tous les mois entre 0,4 et 0,8% qui tombent en termes de paiement de coupons. Et donc ça, c'est un moteur de performance important. Donc je pense que ça, c'est quand même 3 facteurs qui sont très importants. Et je partage la vue de Cyriac sur l'intérêt d'avoir du crédit dans un portefeuille aujourd'hui, notamment pour des investisseurs qui veulent avoir un pied dans un moteur de performance et pour qui la récession, qu'elle soit plus ou moins importante, fait plus ou moins peur. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, par contre, là où je partage moins les vues de Cyriac, c'est sur quelle zone géographique privilégier dans cet environnement, on va dire, de moindre conjoncture économique. Les États-Unis, j'aurais tendance à être un peu plus prudent, on va dire plus agnostique en termes d'allocation régionale, parce qu'il y a quand même, il me semble, une forme de dichotomie forte aux États-Unis, c'est-à-dire que la robustesse du marché de l'emploi américain, c'est une bonne nouvelle, la robustesse du consommateur américain, c'est a priori une bonne nouvelle pour les entreprises américaines, mais il y a quand même cette épée de Damoclès-là que la politique de la Banque centrale américaine, elle va continuer à remonter ses taux d'intérêt à un rythme qui est moins fort que par le passé, mais si cette dynamique sur le front de la consommation et sur le front de l'inflation est bien plus présente, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les marchés de taux et pour la politique monétaire. Et on a vu l'impact que ça avait, cette incertitude sur la trajectoire de politique monétaire, l'impact négatif que ça pouvait avoir sur les marchés d'actions. Très bien. Merci beaucoup. On va laisser Cyriac conclure et ensuite on revient à vous pour une présentation de fonds ou des fonds de chez vous. Cyriac, une petite conclusion en 30 secondes, 1 minute? Écoutez, la conclusion, c'est est-ce que finalement Powell va être le Père Noël de la fin d'année ou pas, hein, c'est vraiment ça le sujet. Donc on aura la réponse mercredi. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une logique moyen terme. La visibilité à très court terme, elle est réduite, mais on est à un retour finalement avec de la valeur sur certaines classes d'actifs qu'on avait complètement oubliées. Alors, on a cité le crédit, même les taux souverains aux États-Unis à 3,5 ou 4%. Ça retrouve de l'intérêt sur du 10 ans, sur les taux courts aussi. Donc le monde a radicalement changé en 2022. Ça a été pas très agréable objectivement pour les investisseurs. Mais 2023, finalement, si on regarde la photo à la fin d'année, pourrait être une année beaucoup plus favorable, en tout cas de notre point de vue, sur les actions également, même si ça risque d'être un peu plus compliqué à très court terme. Très bien. Merci beaucoup. À très vite. Et si on ne vous revoit plus, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et voilà. Merci. Et on vous reverra l'an prochain avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Kevin, c'est à vous. Donc, on vient maintenant se concentrer sur Carmignac et voir quels fonds vous avez envie de nous parler ou plus nous détailler par rapport aux problématiques, par rapport au moment. Alors, oui, il me semble que quand même, une des caractéristiques de cette année 2022, c'est que on va dire le cycle économique fait son grand retour, et ça par le prisme de l'inflation. Et donc, ce contexte-là, il me semble qu'il devrait quand même être particulièrement favorable à des gestions dites actives, hein. Alors là aussi, je vais revenir un petit peu sur mes propos, et notamment sur des gestions actives globales qui peuvent couvrir l'ensemble des classes d'actifs, et donc plutôt des fonds dits patrimoniaux, enfin notre gamme de fonds patrimoine, donc des fonds diversifiés. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que la gestion active fait sans doute son grand retour cette année? Eh bien parce que depuis, on va dire, la grande crise financière, ou dans le sillage de la grande crise financière, on a eu un environnement où l'inflation avait totalement disparu, hein, elle évoluait entre 0 et 2%. Et ça a induit un comportement de la part des autorités monétaires et des banquiers centraux qui était à toujours plus de soutien et toujours un soutien. C'est-à-dire que chaque fois que la trajectoire économique était amenée un petit peu à tanker, eh bien, on avait des banquiers centraux qui prenaient le quoi qu'il en coûte typiquement. Et cela
a eu un impact sur le cycle économique qui a complètement disparu. Et dans le sillage du Covid, eh bien, avec le retour de l'inflation, on le voit, et on était en train d'en parler il y a encore quelques secondes, quelques minutes de ça, on a des autorités, et notamment des autorités monétaires, qui ont beaucoup moins de marge de manœuvre et donc qui doivent maintenir une politique économique, une politique une politique monétaire qui est beaucoup moins favorable et potentiellement beaucoup moins procyclique. Et c'est ce qu'on voit en ce moment même. C'est-à-dire qu'en dépit du risque de ralentissement économique, eh bien, on a des politiques monétaires qui sont plus dures que par le passé. Et donc, on retrouve, on va dire, cette notion de cycle économique. Et ça, c'est particulièrement important parce que ça permet à des gérants actifs, à des allocataires d'actifs, eh bien, de pouvoir identifier ces points d'inflexion sur l'inflation, sur la croissance, et de construire un portefeuille dans ce sens-là. Alors, ça revient un petit peu à ce que vous avez dit, donc une belle concentration sur les obligations. Maintenant, quand on lit un petit peu la presse, quand on fait un petit peu le tour, on a deux grands axes. D'ailleurs, on a à peu près toujours les mêmes axes au mois de décembre. On a des gens qui vous expliquent, je sais pas, on voit des publicités. Alors, avec Internet, c'est magique parce qu'on ne sait même pas qui c'est qui écrit derrière en réalité, que ça va être le crack du siècle en 2023, que tout va s'effondrer, que voilà, si on remonte maintenant, enfin, ça fait 6 semaines, 8 semaines que les marchés remontent, c'est pour mieux sauter. Et il vous explique que ça va être la plus grande récession. D'un autre côté, vous avez des gens qui vous disent non, il n'y a pas de raison. Même si on a des mauvaises nouvelles, on n'a pas des sociétés qui sont surévaluées, les bénéfices sont là. Dans les prévisions, tout le monde va être prudent. Donc, même si on peut avoir quelques mauvaises surprises au niveau des résultats 2022 qui vont être publiés, il n'y a aucune raison que ça soit massivement des mauvaises surprises. Et somme toute, si on regarde bien les éléments, c'est que les hausses de taux devraient quand même commencer à faire leur effet, parce que bon, c'est bien de remonter les taux. Même si on les remonte de 10% en un jour, de toute façon, on ne peut pas espérer avoir le résultat le lendemain de la remontée. Donc là, ils ont décidé d'aller fort. Donc, ils sont allés fort, mais il y a quand même besoin d'un temps. Donc, ce temps de la hausse des taux, si la hausse des taux, ils ne se sont pas trompés et que c'était ce qu'il fallait faire, eh ben, il va maintenant de plus en plus arriver. On a aussi la réorganisation des entreprises, parce que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, les financiers. Mais les entreprises, elles sont en capacité à se réorganiser, et on le voit bien avec les derniers résultats qui ont été publiés sur les résultats du 3e trimestre. Beaucoup d'entreprises ont publié des chiffres d'affaires inférieurs et des bénéfices supérieurs, ce qui prouve la capacité de l'entreprise à se réorganiser. Donc, bien sûr, ce qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est le licenciement, comme ça on économise des salaires. Mais il y a d'autres méthodes aussi de gain de production, de réorganisation technique, de mariage de services. Et la baisse des prix amène toujours de la capacité à faire des OPA. Et ça pourrait être une bonne surprise de 2023. D'avoir une série d'OPA, et ça amène de la vraie valeur boursière, et ça amène de la valeur boursière avant d'amener de la valeur économique. Donc, c'est plutôt sympathique, ça. Donc, sous ce prisme-là, déjà, vous, comment est-ce que vous abordez? Alors, cette fois-ci, on se concentre sur les actions. Comment est-ce que vous abordez 2023 en marché-action? Avec prudence, avec raison, dans l'euphorie, dans la joie, dans la bonne humeur. Et quels sont vos arguments pour étayer votre position? Et quelles vont être la pression que va mettre sur les actions Carmignac en début d'année? D'accord. Donc, le phénomène que vous décriviez, c'est celui en termes financiers, celui qu'on appelle le mur des inquiétudes. C'est-à-dire que, on va dire, le pessimisme ambiant, il est extrêmement présent. C'est-à-dire que bien, la guerre aux portes de l'Europe, elle est là. La hausse de la remontée des taux d'intérêt, elle est là également. La dégradation de la conjoncture économique, alors en tout cas sur les indicateurs avancés, elle est là aussi. Mais ce sont autant de facteurs dont tous les investisseurs sont au fait. Et donc, il va y avoir de la valeur à essayer d'aller capter, à essayer d'aller grimper, escalader ce mur des inquiétudes. Pourquoi? Parce que historiquement, ce qu'on voit, c'est que
les investisseurs qui sont les plus aguerris, eh bien, ils tendent à regarder au-delà des difficultés de court terme pour se focaliser sur les perspectives qui sont un peu plus encourageantes à moyen terme. Et donc, dans ce contexte-là, il nous semble que oui, il y a de la valeur à essayer d'aller capter ces rebonds de marché quand il y a un pessimisme ambiant qui est extrêmement fort. Donc, dans ce contexte-là, encore une fois, c'est important, il me semble, de ne pas avoir des niveaux d'exposition au marché d'actions qui sont à 0%. C'est important de pouvoir essayer d'aller capter cette valeur sur les marchés d'actions. Donc ça, c'est une chose qui est importante. La deuxième, c'est que qu'est-ce qu'on fait sous la surface, qu'est-ce qu'on fait sur ces marchés d'actions. On le disait, la dynamique de marché qui a privilégié il y a encore quelques jours de ça, au cours des 8 dernières semaines, c'est que les mauvaises nouvelles sur le front économique, ça voulait dire moins de pression sur les taux d'intérêt, et donc c'est une bonne nouvelle pour les actifs risqués. Ce qui nous attend sur le début de 2023, c'est potentiellement quelque chose qui est un petit peu moins favorable pour les marchés d'actions, en tout cas pour la dynamique au niveau des valeurs sectorielles ou factorielles. Et on pourrait voir, on va dire, de mauvaises nouvelles sur le front économique devenir de mauvaises nouvelles pour les marchés financiers et notamment pour les publications de résultats des entreprises qui, sur le dernier trimestre de 2022, sur le premier trimestre de 2023, eh bien, devraient quand même, là aussi, refléter cette dégradation de la conjoncture, cette hausse des prix, cette hausse des salaires, cette hausse des taux d'intérêt et donc du coup du capital. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, sur les marchés d'actions, il nous semble qu'il faut suivre, on va dire, ce qu'on décrivait tout à l'heure comme étant le manuel de l'investisseur, c'est-à-dire en période de ralentissement économique, avoir des secteurs un peu plus défensifs. On peut penser à la santé, à la consommation et notamment la consommation la plus résiliente. Et puis, je le disais, c'est très important de diversifier ces positions-là. Et donc, où est-ce qu'on va trouver de la valeur? On en a parlé sur la Chine, par exemple. Ça me semble être un moteur de performance extrêmement important pour l'année 2023. En fait, il faut aller regarder là où il y a des dynamiques de marché qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a pu voir sur le niveau des taux d'intérêt ou le niveau de l'inflation. Il faut aller regarder sur des secteurs, sur des régions qui sont, on va dire, relativement indépendantes de ce que va faire la Réserve fédérale ou l'inflation américaine. Et ça, on le trouve typiquement en regardant plutôt vers l'Orient que vers l'Occident. Et puis là aussi, on va dire au niveau des secteurs, essayer d'aller regarder ou travailler des choses qui sont peut-être un peu moins évidentes, un peu plus contre-intuitives. On en a parlé tout à l'heure, les industriels, ça me semble important. Et donc, en termes de portefeuille, qu'est-ce qu'on favorise en termes de véhicules d'investissement? Eh bien, je le disais, la gestion patrimoniale pour nous est extrêmement importante, de pouvoir aller un peu partout, pouvoir aller s'adapter dans cet environnement-là, pouvoir arriver à réduire la valeur aussi en temps voulu. Pour ceux qui ont un horizon, on va dire, plus long que ça, il me semble que la gestion, les actions émergentes constituent là aussi un potentiel de performance important. On le disait, la Chine, ça constitue bien évidemment, on va dire, une partie importante de nos expositions et nos investissements sur ces marchés émergents, mais il y a d'autres pays émergents sur lesquels il y a quand même, il me semble aussi, beaucoup de valeur. On peut penser à l'Amérique latine, qui est une des grandes gagnantes de cette année 2022 et qui pourrait l'être encore en 2023, notamment si on avait ces dynamiques de reflation de l'économie chinoise, parce qu'on l'a dit, une reflation de l'économie chinoise, ça veut dire ça va aider les matières premières et ça va aider les pays producteurs de matières premières. Et il y en a beaucoup dans le monde émergent également. Très bien. Et sur un fonds comme Carmignac Patrimoine, donc, est-ce que vous avez augmenté votre pondération action depuis le dernier mouvement de hausse qu'on a vu ou qu'on est peut-être en train de vivre? Enfin, là, il s'est peut-être un peu calmé. Et est-ce que vous avez décidé de laisser le niveau auquel vous êtes pour démarrer l'année 2023 ou est-ce que vous allez par prudence le baisser ou est-ce que même vous pouvez être à même de le monter encore un petit peu pour démarrer 2023? Donc, si on redécrit la séquence, ce qu'on a fait, c'est que dans le courant de l'automne, avec, on va dire, ces premier signe, je vous disais, ce retour du cycle économique, il est important. C'est-à-dire qu'avec les premiers signes d'inflexion de la trajectoire inflationniste aux États-Unis, donc d'imaginer que les États-Unis commencent à rentrer en désinflation, ça a un impact important en termes de dynamique de marché. Donc, on va dire en réaction à ce mouvement-là, en anticipation d'une forme de, on va dire,
moindre précipitation des banquiers centraux à remonter leur taux d'intérêt, on avait remonté fortement le niveau d'exposition dans Carmignac Patrimoine et on l'a ramené jusqu'à 50%, qui est son maximum. Donc ça, c'est la trajectoire d'exposition nette au marché d'actions qu'on a conduite dans Carmignac Patrimoine sur ces 6-8 dernières semaines. Aujourd'hui, on est plutôt à une vingtaine de pourcents d'exposition nette à ces marchés d'actions. Pourquoi ? Parce qu'on prend acte du rebond très fort de ces marchés-là, qui s'est même fait sans doute à une vitesse, à un rythme beaucoup plus important que ce qu'on pouvait l'anticiper. Donc c'est aussi, on va dire, une forme de prise de profit. Donc on reste exposé sur ces marchés d'actions, mais avec un niveau d'exposition bien moindre que ce qu'il a été. Et on utilisera, alors après, voilà, on n'a pas une boule de cristal comme celle que vous décriviez dans votre éditorial, mais encore une fois, toute chose égale par ailleurs, s'il va y avoir un repli de marché beaucoup trop important parce que pessimisme beaucoup trop marqué, on n'hésitera pas à se réexposer sur les marchés d'actions dans Carmignac Patrimoine. Donc on est plutôt sous-exposé, pour répondre concrètement à votre question, Bernard, mais là aussi, on se tient prêt à aller capter de la valeur parce qu'on le sait, dans ces phases extrêmement baissières, il y arrive qu'il y ait des phases de reprise extrêmement fortes. Et rien que sur l'année 2022, on a vu 5 ou 6 phases de marché où les marchés d'actions ont repris entre 7 et 20% en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme Astriac, de très bons vœux, de très bonnes fêtes de fin d'année, et espérer qu'on se reverra en 2023 pour de nouveaux thèmes, pour de nouveaux sujets. Avec grand plaisir. Merci Bernard. Et puis, bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir. Et c'est maintenant au tour de Sidney Houry, de IVO Capital Partners. Bonsoir Sidney, comment allez-vous? Oui, bonsoir, bonjour Bernard. Alors, Sidney était venu nous voir l'an dernier, nous expliquer le fonds de litigation, donc le fonds de litige, et nous présenter sa société qui fait aussi d'autres choses, mais on s'était concentré sur ce fonds très spécifique et, allez, j'ose jamais dire unique, mais presque unique, en tout cas en France dans sa distribution. Et on lui avait dit, écoutez, quand vous ressortirez un fonds, puisque c'est des fonds spécifiques à enveloppe avec des durées limitées de souscription, vous reviendrez nous voir. Le moment est venu. Un fonds a été réouvert et il va venir nous réexpliquer ce qu'est le fonds et cette fois-ci nous parler du fonds d'actualité qu'on peut acheter. Et nous, de notre côté, on a déjà envoyé beaucoup de mails pour expliquer ce que c'est. On a déjà des questions qui sont remontées sur lesquelles on a échangé et on va pouvoir expliquer tout ça. Avant de démarrer, je voudrais juste, moi, vous poser une petite question. On a lu dans la presse le sujet d'Eminor. Allô? Oui. Bernard, excusez-moi, j'ai un petit problème de réseau. C'est ce que j'ai vu, on a perdu. Ouais. Donc, ça y est. Alors, la question que je voulais vous poser, oui, avant de parler de votre sujet tout particulier, on a vu dans la presse que la société d'Eminor avait déjà commencé à financer le procès contre H2O par les petits porteurs. Donc, je pense que la société d'Eminor, c'est une société qui est spécialisée dans les litiges, dans le financement des litiges, non pas à travers un fonds, mais à travers des club deals ou sur ses capitaux propres, je ne sais pas trop. C'est le type de procès que dans votre fonds, on pourrait être amené à financer. Ça pourrait être, en effet. En l'occurrence, ce litige-là, on ne le finance pas pour des raisons évidentes. De bonne entente et d'entente avec certains partenaires de gestion française et autres. Et donc, mais oui, en effet, ça pourrait être le cas. On a vu que Deminor, qui est un acteur qui est plutôt bien identifié, finançait ce cas-là. Voilà, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. D'accord. Mais Deminor, ce n'est pas sous la forme d'un fonds. Deminor, c'est une société qui est spécialisée dans ce type d'action. Ils sont des fonds. Des véhicules, mais ils font aussi des cas en direct dans lesquels ils investissent. Et voilà, ils font aussi des co-investissements, comme on est amené à faire de temps en temps. Et oui, donc c'est un acteur qui est assez connu. Nous, on l'aborde, bon, vous avez compris, Bernard, la classe d'actifs souvent avec des assureurs qui prennent part aux investissements.
et qui font qu'on a à la fin, nous, une structure assurée. Donc, assez différente de celles qui sont utilisées par les autres fonds de litigation, dont des MIDA. Allez, alors on va commencer. Je vous laisse nous réexpliquer ce que c'est un fonds de litigation ou un fonds de litige. Et Oui. ensuite, on verra techniquement comment vous l'avez construit, à qui il s'adresse et quelles sont vos spécificités. Oui, tout à fait. Donc, donc IVEO, je rappelle, on est une société de gestion lancée en 2012. On gère un peu plus d'1 milliard 200 millions d'actifs au travers de 2 stratégies donc, dans lesquelles on est considéré comme des spécialistes. La première, les obligations d'entreprises qui émettent en devises dures et qui sont dans les pays émergents. Donc là-dessus, on a 4 véhicules qu'on a lancés au tout début depuis 2015. Et donc, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment par Kevin. C'est en effet un moment qui est très intéressant et 2023 devrait être une année plutôt bonne sur cette classe d'actifs pour des raisons de rendement déconnectés des fondamentaux des entreprises. Et donc, on a aujourd'hui des fonds qui, en moyenne, ont des rendements à 2 chiffres, donc supérieurs à 10% en euros. Donc, on trouve qu'il y a non seulement le rendement et la qualité qui va avec en ce moment. Et donc, c'était la parenthèse. Et sur l'autre activité donc, que vous citiez, Bernard, donc le litigation finance, activité qu'on a démarrée en 2013, les premiers véhicules qu'on a lancés en 2014 sous forme d'émissions obligataires, puis de véhicules régulés. Donc aujourd'hui, on a un agrément de l'AMF pour pouvoir gérer des fonds de litigation. On lance un nouveau véhicule, on l'a lancé en août cet été. Donc c'est vrai que c'est intéressant là, le moment, on est en plein milieu de la période de souscription. Donc, c'est un fonds sur lequel on a déjà levé à peu près 40 millions, oui, un peu plus de 40 millions d'euros. Et donc, c'est un fonds qui reprend tout ce qu'on a appris depuis près de 10 ans maintenant. On a investi plus de 100 millions, financé 50 cas. Et on a un modèle beaucoup plus large, diversifié que ce qu'on a eu à l'époque où c'était très concentré sur des litiges commerciaux, beaucoup aux États-Unis et UK. Et aujourd'hui, on va financer d'autres types de cas. Des actions collectives, des arbitrages commerciaux en Europe. On continue de le faire aux États-Unis et dans d'autres régions. D'accord. Donc là, on est sur le produit, donc sur ce que vous faites et comment ça se passe. Donc maintenant, concrètement, vous avez lancé un FCPR? Alors, on a lancé une SLP. C'est un véhicule donc, qui est de plus en plus utilisé par les fonds de private equity. Et donc, c'est un véhicule donc, de droit français. Et aujourd'hui, donc, les investisseurs peuvent souscrire sur ce fonds-là, des investisseurs qualifiés. Et le minimum d'investissement est de 100 000 euros sur ce fonds-là. Donc, on a 1 an de période de souscription et 3 ans de période d'investissement. Donc, avec des appels de fonds comparables à ce qu'on voit sur les fonds de private equity, avec, c'est étalé sur 3 ans, l'appel de fonds pour pouvoir adresser les différents cas et différents sourcings sur lesquels on bosse. Donc, le fonds a été lancé il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois? Oui, au mois d'août, exactement. Il y a un peu plus de 4 mois. Le fonds, il a été lancé au mois d'août 2022. Donc, jusqu'au mois d'août 2025, vous allez appeler des fonds? Jusqu'à août 2020, jusqu'à août 2025, exactement. On va appeler les fonds pendant 3 ans. C'est 40% la première année, 30% la deuxième et 30% la troisième. C'est un peu l'objectif qu'on a. Alors ça, ce n'est pas inscrit dans le marbre. Ça peut bouger un petit peu. Ça dépend des investissements que vous faites, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu plus cette année parce qu'il y a eu du sourcing historique. Donc, on pense déployer assez rapidement ces 40% des engagements des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'on a tous les 3 ans, 4 ans, on lance un véhicule. Donc, forcément, au lancement du nouveau fonds, on a du sourcing qui arrive. On doit déployer plutôt vite les premiers fonds. D'accord. Et alors, vous, ce que vous nous promettez, c'est de nous dire, c'est à partir donc de la 5e année, donc un petit peu plus, à partir, on va dire, de la 6e année en réalité, vous allez rembourser affaire par affaire, gagner ou pas gagner, au bout de 5 ans. Et là, par contre, c'est inscrit dans le marbre et une affaire, ça peut être 5 ans et 2 mois parce qu'il y a peut-être un petit peu de délai administratif ou technique. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement, c'est ça? Oui, alors voilà, c'est la spécificité de notre offre et ça fait donc depuis 2014, le premier véhicule où on travaille avec des assureurs. Au départ, c'était un assureur, aujourd'hui, c'est un pool d'assurants. Et à chaque cas où soit il y a une perte, soit le cas n'est pas résolu,
eh ben, il y a l'assurance s'exerce et on rembourse le capital aux investisseurs au bout de 5 ans. C'est ce qu'on appelle un deemed final event, c'est un peu technique, mais au bout de 5 ans au plus tard, s'il n'y a pas de résolution, les investisseurs ont leur capital qui leur est remboursé. Et après, bien entendu, s'il n'y a pas de résolution, les investisseurs gardent un droit économique si il y a une résolution après 5 ans. Alors, on va revenir juste un petit peu en arrière et après parler de ce droit économique. Oui. Donc, au bout de 5 ans, les investisseurs sont remboursés, quoi qu'il arrive, et tout particulièrement en cas de perte ou de non-fin du procès. Si le procès est éventuellement gagné avant 5 ans, donc à la 4e année, ou si le procès est abandonné parce qu'il y a une transaction et donc les parties s'entendent et qu'il y a un flou, dans ce cas-là, vous allez rembourser avant. Ou alors, est-ce que cet argent pourrait être réinvesti? Non, alors pendant la période de souscription, donc là on a encore 6 mois, si en effet on a une résolution, on peut le réinvestir. En revanche, bon, pendant les 4 années qui vont suivre, si vous avez une résolution, vous rendez le capital plus les intérêts aux investisseurs. Donc il y a 2 scénarios, c'est soit le cas est perdant et à ce moment-là, on a l'exercice de l'assurance, donc le capital est remboursé aux investisseurs, ou s'il y a un gain, et là, on rembourse capital plus intérêt. D'accord. Et après, on a parlé de droit économique. Donc, ça veut dire que le procès, on va dire qu'il n'est pas perdu, parce que s'il est perdu, il n'y a pas de droit économique, mais on va dire que le procès n'est pas fini. L'assureur joue son rôle, rembourse donc la somme investie au bout des 5 ans. Vous, de votre côté, si les 5 ans sont passés, vous remboursez aussi partiellement vos investisseurs. Et alors, ce droit économique, c'est quoi? C'est combien? C'est comment? C'est combien de temps? Ça, il faut que j'explique exactement. Donc, on a un profit sharing, hein, un partage du profit avec les assureurs qui est de 50-50, hein, on peut en parler. Et ce profit sharing, après les 5 ans de maturité, il devient plus favorable à l'assureur. L'assureur prend 60%. Et les investisseurs gardent 40% de droits économiques. Voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à négocier. Donc, nous, on arrive avec… alors, peut-être qu'on a été vite, Bernard, là-dessus. Notre produit, il est assuré. Donc, on partage le profit. Donc, s'il n'était pas assuré, bien entendu, il y aurait un meilleur rendement à la fin. Nous, on arrive avec plus de visibilité en termes de calendrier et de remboursement. Donc ça, c'est la vraie différence. En revanche, voilà, si vous comprenez que si le cas est gagnant, on aura un rendement qui sera moins favorable. Donc, on paye une prime d'assurance upfront à l'assurance, puis on partage les profits avec elle. Voilà. Contrepartie, alors, on a cette visibilité. On va juste revenir sur ce droit économique. Ce droit économique, il n'est pas éternel, il a une durée. Et non, il est jusqu'à toute la durée de vie du procès. D'accord. Ça veut dire qu'on peut avoir des procès fleuves, des procès très très longs, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que vous gardez dans vos livres le nom de vos investisseurs. Et si par hasard un procès serait gagné au bout de 9, 10, 11 ou 12 ans, donc votre travail, ce serait de renvoyer l'argent à l'investisseur. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça avec le fonds? Ça veut dire que vous ne fermez officiellement le fonds que quand tous les procès ont été perdus ou gagnés? En fait, on a exactement ce cas dans le vintage qu'on a lancé en 2016. Il a été fermé en 2021 et les investisseurs gardent un droit économique. Donc, on a tous les porteurs des parts du fonds et ces porteurs-là vont percevoir, là, si on a des résolutions, ça va peut-être être le cas. Sur les vintage, voilà, les investisseurs ont fait 11%, un peu plus de TRI sur les vintage de 2016 et il y aura une petite prime qui va peut-être arriver d'un cas. À l'époque, d'ailleurs, on était très concentré, qui va arriver là peut-être en 2023. Donc, on a toujours cet espoir que sur des cas qui n'ont pas été résolus, sur lesquels on garde un droit économique, qui est un petit bonus. OK. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Donc, le fonds, c'est un fonds, un fonds un peu comme le private equity. La particularité, c'est que ce fonds est assuré. Et donc, on va raisonner affaire par affaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez levé les fonds, vous direz ici on met 3 millions, ici on met 5 millions, ici on met tant, parce que c'est à peu près le coût du procès, ici on met que 500 000, ici on met… Est-ce que d'abord vous avez des minimums et des maximums inscrits dans le marbre ou des minimums et des maximums qui sont les habitudes du gérant?
Oui, c'est une bonne question. Généralement, les transactions, elles vont de 2 à 5 millions. On ne va pas au-dessus de 5 millions. C'est inscrit dans le marbre ou c'est vous qui Oui, le 5 millions, c'est inscrit dans le marbre, absolument. Donc, quand on a des coûts de financement, quand on voit des coûts de financement supérieurs à 5 millions, bah, souvent, si on trouve que le cas est intéressant, on va essayer d'y aller. Donc, comment on y va? C'est avec d'autres funders, avec d'autres fonds de litigation pour voir s'ils sont prêts à louer. Et donc, les minimums, c'est en fonction souvent des rendements qu'on attend voilà, parce qu'il y a des coûts absorbés, des coûts d'assurance aussi. Donc, il faut que le financement ait une taille minimum qu'on a fixée à 1 million. Voilà. Ensuite, une fois que c'est investi, bon, bah, j'ai envie de dire, dans un fonds d'obligations, on aurait une vingtaine d'obligations. Vous allez vous retrouver avec une vingtaine de procès en cours. Et là, c'est très simple. C'est-à-dire que, entre guillemets, j'ai envie de dire, vous ne faites plus rien. Alors, là, on devrait lever plus de 150 millions d'euros sur ce fonds. Donc, on va financer une quarantaine de cas. C'est l'objectif qu'on a. Donc là, vous me parlez du process, Bernard. Donc là, nos analystes travaillent sur le sourcing beaucoup. Donc, on a 5 avocats aujourd'hui qui travaillent sur le sourcing, après un comité d'investissement et sur le comité d'investissement. Et après, on soumet les cas à l'assureur si en effet on trouve que le cas est intéressant à financer et correspond à notre cahier des charges. Et donc, oui, après, tout le suivi des cas, c'est ça que vous me disiez, la gestion. Oui, c'est donc bien entendu, au fil de l'eau, on suit l'évolution des procès. Mais c'est assez passif. C'est pas tant passif que ça, parce on discute avec les avocats, avec les différentes parties. Parfois, il y a des sujets où il faut réallouer. Parfois, des sujets où il y a moins d'alignement d'intérêt entre les plaintifs, les parties qu'on finance, les avocats et nous. Donc, on doit discuter avec eux. Et puis là, on a 3 années de période d'investissement. Et après, au bout de 3 ans, on devrait commencer à voir déjà les premiers cas, le premier retour sur investissement. Donc, on est, oui, en effet, extrêmement actif pendant 3 ans. Après, une fois qu'il y a des résolutions, on l'est toujours. C'est pas comme, on n'a pas comme sur un fonds de private equity 10 ans de durée de vie du fonds, plus de 10 ans, pardon. Donc, ça reste actif. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc une fois que c'est investi, on va arriver petit à petit. Donc, allez, quand on a de la chance, le procès il est gagné, vous faites les comptes, vous faites des remboursements partiels à l'ensemble des investisseurs. Quand le procès il est perdu, c'est fini, le procès il est perdu. Donc là, vous vous tournez vers l'assureur et vous dites à l'assureur, voilà, on a perdu, on a investi 2,8 millions, merci de nous donner nos 2,8 millions. L'assureur, il vous rembourse, il vous rembourse pas, il vous donne donc l'indemnité d'assurance de 2,8 millions. Et là, vous la remboursez quasi immédiatement aussi à vos investisseurs, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est exactement ça que ça se passe. Alors là-dessus, on avait eu une question, on en avait un peu échangé, on va en faire profiter tout le monde. Il y a toujours un risque que l'assureur dise oui, mais les conditions n'ont pas été respectées, mais ce n'est pas le cas, mais c'est pas ci, mais c'est pas ci, mais c'est pas ça. Enfin, on connaît tous des échanges malheureux avec des assureurs. Alors, d'abord, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé à certains de vos confrères? Et comment est-ce que vous vous occupez de ce sujet? Ouais, c'est une bonne question. Donc, dans notre prospectus, donc on va déjà sur la qualité des assureurs. On n'a pas d'assureurs qui sont notés, qui sont inférieurs à A- en rating des principales agences de notation, S&P, Moody's, AM Best. Donc ça, c'est pour vous faire part de la qualité investment grade des assureurs qu'on a derrière. Après, en effet, ça arrive dans le monde, je vais dire, normal des assurances. Dans notre monde où on discute avec ces assureurs depuis presque 10 ans, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu de refus de paiement ou de contestation. Donc on a du track record en termes de gains sur des cas bien entendu, mais aussi sur des pertes. Et donc depuis le début, ils ont toujours payé et voilà. Donc ça a été assez fluide. On se protège aussi avec ce qu'on appelle une clause de waiver of defenses, qui fait qu'un assureur doit d'abord payer s'il conteste, s'il veut contester. Et donc, il paye, puis il conteste. Ou voilà. Après, la balle est plutôt dans notre camp. Mais c'est un sujet sur lequel les investisseurs
reviennent, en effet, parce qu'il y a des plus ou moins bonnes expériences avec des assureurs. Et donc, c'est le gros de la due diligence des investisseurs sur ce produit-là, et plutôt c'est la due diligence qui est faite sur l'assurance et les assurances. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, si on poursuit notre avancée sur le produit, eh ben, on arrive à ce qu'on voulait en faire. Donc, c'est un produit sur lequel on investit, c'est un produit assez long, mais somme toute pas si long que ça, parce qu'il va y avoir des remboursements partiels qui vont venir. Donc, c'est un produit qui est vraiment réservé à une clientèle, ce qu'on appelle, nous, qualifiée ou professionnelle, ou des choses comme ça. Et vous avez voulu le finaliser ainsi et pas l'ouvrir au grand public. Peut-être que ce sera un sujet d'une prochaine levée de fonds de le faire sous forme d'un FCPR ouvert à tous, mais ce n'est pas ça pour l'instant. Et donc, comme où on gagne un procès, et dans ce cas-là, c'est assez facile à comprendre, on gagne des sous, ou on perd un procès et l'assureur nous rembourse, ou alors il se passe 5 ans sans qu'on gagne, sans qu'on perde, et l'assureur nous rembourse. Donc, on arrive à la conclusion, on est sur un fonds où on ne peut pas perdre. On est sur un fonds où c'est vrai qu'il est assez qui est attractif en termes de visibilité sur la durée d'investissement, parce qu'on est plus court que ce qu'on voit habituellement dans le no-côté. Je parle plutôt du private equity que sur des dettes immobilières ou autres, et sur un type de rendement où, comme c'est une niche, c'est un marché qui n'est pas adressé par les banques, etc., et que le funding, il y a un besoin de financement aujourd'hui, seulement 1% du besoin est adressé. En Europe, aux US, ça commence à être un peu plus. On a 17 milliards au total, donc c'est très marginal. On voit des rendements à des niveaux qui sont intéressants. Et c'est pour ça qu'on essaie de surfer là-dessus avec le track record qu'on a qui est plutôt bon. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais plutôt parler, c'est sur ces notions qui sont des notions un peu qui nous embêtent à tous, les financiers, mais bon, il va quand même falloir qu'on en parle. Alors, j'ai lu capital protégé. Alors, on a bien compris qu'on n'a pas le droit de dire capital garanti. J'ai aussi bien compris que techniquement, si j'ai bien lu votre plaquette, on ne peut pas perdre. Et de l'autre côté, dans votre plaquette, que j'ai quand même lu pas si mal que ça, j'ai vu que ce n'était pas garanti et qu'on pouvait perdre. Alors, aidez-nous à faire un petit peu de ménage là-dessus. En bon financier, avec un régulateur, vous allez faire très attention à vos mots et on va essayer de bien comprendre comment ça se passe et de pouvoir bien expliquer pour que les gens intéressés puissent y aller en connaissance de cause. Donc oui, il faut répéter en effet. C'est réservé à une clientèle professionnelle qualifiée. Ça, c'est la première chose. On a le risque. Si on veut les expliquer, le risque, on est assuré. Donc, en effet, le risque, c'est que les assurances fassent défaut. Donc là, on doit regarder, bien entendu, quand vous avez des assureurs investment grade, il y a des gros assureurs, dont certains européens, etc. Est-ce que vous avez un risque de faillite des assureurs, de certains des assureurs du pool qui sont investment grade? Donc ça, faut l'expliquer aux investisseurs. Après, si les assurances font défaut, les sous-jacents, est-ce qu'ils sont de bonne qualité ou de mauvaise qualité? Donc, vous regardez, vous dites qu'il faut aussi que les sous-jacents fassent défaut, fassent faillite. C'est-à-dire que tous les cas qu'on a sélectionnés sont de mauvaise qualité. Et donc, vous avez un recovery à 0. Sachant que, et après, en dessous, comment sont alignés les sous-jacents? Comment le financement est fait? Donc, le financement, c'est par rapport au cas. Comment vous êtes en termes de seniorité par rapport aux autres investisseurs? En 2 mots, quand vous financez un cas, c'est un multiple de l'argent que vous financez par rapport aux dommages et intérêts totaux. Et donc, vous allez prendre un droit prioritaire sur un multiple de l'argent que vous apportez ou un pourcentage. Et donc, c'est une formule qu'on appelle de greater of. Donc, le meilleur TRI, soit en multiple sur l'argent financé, soit en pourcentage sur le total final récupéré, le settlement. Et donc, là-dessus, est-ce que vous avez suffisamment de confort pour dire, j'ai de la visibilité non seulement sur les cas, sur les assureurs, sur la qualité des assureurs, par rapport au rendement. Et est-ce que l'arbitrage, finalement, à la fin, est plutôt bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question, Bernard? Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un petit peu comme quand on achète une obligation Total? Donc, on est garanti, mais si Total fait faillite, on n'est pas garanti. Alors, c'est plus que ça. Alors, déjà, quand vous achetez une obligation Total, est-ce que vous êtes senior, vous êtes subordonné? Nous, on est police. Senior. On va parler des meilleurs. Donc, quand vous avez une police d'assurance, vous êtes senior au senior, en 2 mots.
Donc, vous êtes au-dessus. Et donc, il faut en effet que vous avez, s'il y a un défaut de total que vous citiez, vous avez, une fois que tout le monde a fait défaut, vous serez servi en premier rang. Enfin, en dernier rang, vous avez compris. Alors, est-ce que dans le choix des assureurs, vous faites attention à ce que le même assureur ne revienne pas de manière systématique dans trop de dossiers? Et est-ce que dans les dossiers les plus importants, vous privilégiez d'avoir 2 ou 3 assureurs en pool d'assureurs qu'un seul assureur qui vous assure le dossier? Ou alors, c'est dans des pools? Ça dépend. En effet, c'est une bonne question. C'est adressé de manière différente selon les assureurs en fonction de typologie de cas. Et bien entendu, c'est une bonne question. On veut préserver la diversification en termes de nombre d'assurances et type d'assurance. Et c'est une bonne question. Et alors, juste pour qu'on essaie de comprendre comment ça se passe, une fois que vous avez sélectionné un cas, donc allez, on va dire, il y a un procès Instagram, pour ne pas le nommer, pour simplifier le raisonnement. Donc, vous dites, bon, nous, ça nous intéresse. Vous avez vos juridiques qui vous disent, oui, il y a de bonnes chances de gagner. Vous discutez avec les avocats. Bon, disons qu'ils passent les filtres chez vous, société de gestion. C'est à ce moment-là que vous allez voir les assureurs et vous leur dites, est-ce que vous allez en voir un ou est-ce que vous adressez à 8 ou 9 assureurs et vous attendez les réponses? Comment ça se passe, le process pour trouver l'assureur? Oui, alors, on fait la sélection, on fait le premier filtre. Une fois qu'on a fait le premier filtre, on va soumettre les cas à ce qu'on appelle un MGA. Il y en a parfois plusieurs. Et les MGA sont des brokers avec qui on a un contrat cadre. Et on va, après, ils vont discuter avec le pool pour discuter de l'allocation des assureurs sur ce cas, sur cette typologie de cas. Et c'est MGA qui est une sorte de courtier et qu'on voit, c'est un marché qui est assez bien adressé au UK de manière générale. Et c'est ce MGA qui va définir et après qui va nous faire une proposition d'assurance. Un peu comme un courtier en crédit. Donc, comme un courtier en crédit. Il va vous dire, voilà, je t'ai trouvé ça chez eux, je t'ai trouvé ça chez eux, ça chez eux. Et voilà. Ouais, c'est comme ça, exactement, c'est comme ça. Tout à fait. Et si vous ne trouvez pas d'assureur, vous ne prenez pas le dossier, c'est ça? Non, exactement. Tous les cas doivent être assurés. S'ils ne le sont pas, on n'a pas la possibilité d'appuyer sur le bouton. D'accord. Et alors, j'ai vu dans votre plaquette que vous aviez deux offres, en fin de compte. Une offre assurée et une offre non assurée. Ça se passe comment? C'est le même fonds avec des parts A et B ou c'est 2 fonds différents qui se partagent les dossiers? Ou comment vous faites ça? Oui, alors c'est un peu technique. En effet, donc là, c'est la première fois qu'on crée une part non assurée. Pourquoi? On a des investisseurs qui ont un appétit au risque différent parfois et qui se disent l'assurance me coûte cher et je suis prêt à prendre le risque des cas. Donc, si le cas que vous sélectionnez est perdant, bien entendu. Donc, c'est une share class qui est différente. Donc, c'est une part, différente. Et on va souscrire dans des cas, alors souvent dans les mêmes cas, sauf qu'on a une poche qu'on n'assure pas. Et donc, c'est là-dessus que c'est, voilà, sur le minimum d'investissement, en revanche, est différent sur cette part. C'est 500 000 € le minimum. D'accord. OK. Merci beaucoup, Sidney, Merci, Bernard. pour être venu pour cette présentation. Bon, je pense que c'est bien clair maintenant, que tout le monde a bien compris. Et voilà, comme toujours, on a dépassé notre horaire. On s'excuse auprès des auditeurs qui attendaient le journal du 19h ou du 20h si vous êtes au Portugal ou en France. Et on vous dit à très, très bientôt. Au revoir et merci. À bientôt. La French Radio. Portugal.